Bonsoir à tous et bienvenue pour ce direct spécial de ProConta DCG 2021 UE11, un mois pour réussir. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Un peu plus d'une heure à passer ensemble pendant lequel je vais présenter un certain nombre d'éléments et répondre à vos questions. Déjà, certains peut-être me connaissent ou pas, si vous êtes nouveau parmi nous. Moi, c'est Pierre-Louis, je suis le formateur de ProConta pour l'UE10 comptabilité approfondie et l'UE11 contrôle de gestion. Quel est l'objectif de ce live de ce soir auquel je sais que vous êtes nombreux à vous être inscrits? La première chose, c'est que je vais présenter un peu les fondamentaux de l'épreuve de contrôle de gestion qui, vous allez le voir, est une des épreuves redoutées. Peut-être d'ailleurs que certains parmi vous, vous n'en êtes pas à votre cours d'essai pour valider cette UE qui est réputée pour être difficile. Et dans un deuxième temps, nous allons faire justement ensemble de la manière, si possible, un peu interactive, même si c'est pas toujours évident quand on est nombreux, mais nous allons essayer de traiter quelques exercices, petits exercices ensemble pour que vous compreniez un peu et la philosophie de l'épreuve et la philosophie de ma propre pédagogie, donc celle que je développe pour les étudiants qui nous rejoignent, étudiants et professionnels d'ailleurs qui nous rejoignent. Et enfin, dans un troisième temps, je vous présenterai l'offre spéciale que nous avons concoctée pour cette année pour l'épreuve de contrôle de gestion, puisque au départ, on n'avait pas forcément l'idée de lancer une formation sur toute l'année, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin parmi vous, puisqu'on a eu de nombreux retours sur ceux notamment qui suivent l'UE10. Et donc, vous allez voir qu'on a concocté un programme spécial assez condensé, mais en même temps, je pense, qui va droit au but et qui permettra, même pour ceux qui ont des difficultés dans cette matière, de réussir l'UE 11 dès cette année, donc dès la première fois. En tout cas, évidemment, c'est ce que l'on souhaite. Donc, venons-en tout de suite. Alors d'ailleurs, oui, j'en profite pour dire, puisque vous êtes en direct sur Facebook, n'hésitez pas, si vous avez une question en direct à me poser, vous pouvez l'écrire en commentaire et moi j'essaierai d'y répondre dès que possible. Alors n'oubliez pas qu'il y a un léger décalage temporel entre nous de quelques secondes, donc ne vous étonnez pas si je ne réponds pas tout de suite. Mais voilà, j'ai toujours un œil sur le chat et un œil sur la présentation que l'on va faire ensemble. Alors, est-ce qu'on fera le même concept pour l'UE6 en finance? Alors, a priori, pas cette année, parce qu'on a choisi, voilà, comme la formation ProConta pour la partie DCG est relativement récente, donc on a essayé de se focaliser plutôt sur les matières les plus difficiles. À terme, très probablement que nous allons lancer la finance. À terme, ça peut être, pourquoi pas, l'année prochaine. Enfin, je ne m'engage pas à la place de tous les concepteurs ProConta, mais peut-être que ça arrivera. Cette année, a priori, ça n'est pas prévu pour l'instant. Si ça change, évidemment, on vous le dira très rapidement, mais bon, il est vrai que l'échéance approche. Alors justement, première question de Clémentine. Bonsoir, savez-vous quelles sont les notions essentielles dont il est question dans les dernières publications aux éditions Francis Lefebvre? Alors, pas spécifiquement dans ces éditions-là, parce qu'il y a énormément effectivement de manuels qui peuvent être utiles pour le contrôle de gestion. Donc je ne connais pas les notions de cette édition-là en particulier. Maintenant, je connais évidemment les notions essentielles qu'il faut connaître pour le contrôle de gestion de manière générale. Vous savez qu'il y a eu une réforme en 2020. Maintenant, cette réforme n'a objectivement pas changé grand-chose pour le contrôle de gestion. Donc, même si vous êtes habitué à travailler sur les annales des années précédentes, vous êtes tranquille parce qu'à 95%, c'est la même épreuve. Donc, allons-y tout de suite pour la première partie. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ça ne sert à rien de prendre des notes. Vous pourrez tout à fait télécharger ce PPT à la fin de mon live. Donc voilà, l'important c'est plutôt d'écouter et comme vous venez déjà de commencer à le faire, de poser les questions en direct et je répondrai encore une fois dans la mesure du possible. Commençons par l'aspect un peu difficile, l'UE11, la moins réussie des épreuves du DCG. Et oui, il faut le savoir, regardez tout de suite les statistiques de réussite, alors même si c'est écrit peut-être un peu plus petit, surtout si vous me regardez sur un téléphone, mais encore une fois, vous pourrez toujours le voir sur les rapports du jury. Vous voyez le contrôle de gestion, il est ici, voilà, c'est le dernier. C'est tout simplement l'épreuve la moins réussie, pas forcément pourtant la plus difficile, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un vrai, comment dire? Il y a une vraie difficulté des étudiants à comprendre parfois la logique générale, mais ça n'est pourtant pas l'épreuve la plus difficile. Mais factuellement, vous voyez la moyenne générale de donc j'ai pris vraiment les statistiques de 2020, hein, c'est les plus récentes. On a une moyenne générale de moins de 7, donc je crois que c'était 6,7 et cetera. Donc c'est une note très faible et vous voyez que vous avez 30 à peine, même pas, des notes, un quart des notes qui sont au-dessus de 10. Donc ça veut dire que 3/4 des notes sont inférieures à 10 pour le contrôle de gestion. C'est pour ça que, vous voyez, quand on a décidé de lancer,
les épreuves, donc, enfin les formations pour le DCG, là pour cette année en tout cas, mis à part le droit, bon, qui n'est pas ma discipline, puisque moi vous avez compris que c'est la partie vraiment économie-gestion, nous sommes focalisés sur la comptabilité approfondie d'abord, et donc vous êtes nombreux à vous être inscrits cette année, et dans un deuxième temps contrôle de gestion, parce que l'on sait que ce sont encore une fois des disciplines qui sont assez redoutables et redoutées. Et donc je vais essayer moi d'expliquer pourquoi est-ce que c'est si difficile pour de si nombreux étudiants, et ce que nous, nous préconisons pour la réussir, et comment justement nous avons organisé cette espèce de séminaire intensif pour vous aider vraiment à acquérir les clés. Que l'on se comprenne. Le séminaire intensif, si vous partez de zéro, ne vous permettra pas d'avoir 18. En revanche, on estime vraiment que même quelqu'un qui, encore une fois, part de bas en contrôle de gestion peut très bien avoir la moyenne et même un peu plus. Et vous avez vu que partir de rien ou quasiment rien et avoir plus que la moyenne en contrôle de gestion, ça veut dire déjà que vous serez classé parmi les 25% meilleurs étudiants. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors je sais bien qu'en plus, de toute façon, l'objectif n'est pas d'avoir 15 sur 20, c'est ne serait-ce que de valider l'UE. Donc c'est aussi cet objectif-là qu'on a en tête. Mais c'est vraiment dans cet état d'esprit que l'on a créé cette formation, donc j'y reviendrai dans quelques minutes. Sacha, vous dites, nos formateurs recommandent de ne pas faire d'impasse sur le programme, malgré les annonces de la mesure exceptionnelle de l'épreuve sur les notions essentielles, est-ce judicieux? C'est toujours la même chose, Sacha. Moi, en tant que formateur, quand j'ai des étudiants pendant un an, évidemment, je leur dis la même chose. Ne faites pas d'impasse. Par définition, ne pas faire d'impasse est la meilleure méthode de réussir une épreuve. Néanmoins, tout en étant formateur, je suis quand même lucide. Je sais aussi comment révisent les étudiants. Je sais aussi que parmi vous, il y a des professionnels, il y a des pères et mères de famille, etc., qui ne peuvent pas énormément consacrer de temps à cette épreuve-là. Donc, moi, mon but aussi, c'est de dire, bon, si vraiment vous êtes dans la nécessité de faire des impasses, alors voilà les thèmes sur lesquels il faut vous concentrer. Voilà, tout simplement. Regardez aussi, donc vous voyez la répartition des notes. Donc les notes inférieures à 6, bah oui, c'est quasiment la moitié des copies qui sont inférieures à 6. Donc vraiment, on part de très très bas. Et vous avez, vous voyez, si vous prenez les notes au-dessus de 10, donc on est à partir de là seulement. Donc voilà, on a vraiment une grosse... on a vraiment beaucoup de très très mauvaises notes pour le DCG. Alors qu'encore une fois, si on regarde l'ensemble des questions, très honnêtement, avoir la moyenne n'est pas si difficile. Avoir 18, il faut s'accrocher, j'entends. Mais avoir la moyenne, si vous répondez à chaque fois aux premières questions des exercices, franchement, c'est pas si compliqué que ça. Alors, regardons rapidement quelques éléments du rapport du jury. Encore une fois, j'ai pris le rapport de cette année pour prendre les recommandations les plus récentes. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de se lancer, je commence directement par le deuxième point qui est le plus important. Avant de se lancer, une lecture complète et rapide du sujet, c'est-à-dire questions et annexes, est impérative. Là encore, je suis toujours très surpris de voir que des étudiants commencent directement par la question numéro 1 du dossier numéro 1 et ne prennent pas le temps de lire parce qu'on leur dit tellement que c'est une épreuve longue, qu'il ne faut pas perdre de temps, etc., que pour eux, tout lire, c'est une perte de temps. Non, surtout pas. Au contraire, c'est très important, alors peut-être pas de lire tous les dossiers tout de suite, mais au moins quand vous vous lancez dans un dossier, regardez toutes les questions et regardez les annexes. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique d'enchaînement, c'est-à-dire que chaque dossier est en fait bâti est structuré autour de questions qui sont un enchaînement d'étapes vers un résultat final. Et vous verrez, je vais en reparler dans quelques instants. Mais ce qui vraiment est un obstacle numéro 1 pour la plupart des étudiants, c'est qu'ils n'ont pas la vision globale de ce qu'ils veulent trouver à la fin. Donc ils commencent des calculs sans savoir vraiment où ils veulent aller, et forcément en cours de route, si on n'a plus toutes les étapes en tête, eh bien on finit par ne plus savoir en fait ce qu'on calcule. Sans compter qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui ne savent pas très bien organiser leur calcul sur un brouillon, etc. et finissent très rapidement par se perdre dans tous les sens, dans les tableaux, les chiffres, etc. Et c'est ce que justement on veut éviter, d'où l'idée de bâtir quelque chose d'extrêmement structuré et étape par étape. Alors, Marion, vous m'avez posé une question. Est-ce que le fait d'avoir déjà fait du contrôle de gestion en milieu professionnel peut apporter quelque chose sur la préparation? Oui, oui, bien sûr. Même si, bien évidemment, le contrôle de gestion dans le milieu professionnel, il a un biais par rapport à l'épreuve que l'on vous demande de réaliser. C'est que dans le monde professionnel, souvent, vous arrivez dans des entités, surtout si elles sont grandes, qui ont déjà énormément structuré leur contrôle de gestion. Et souvent, et je suis sûr que vous pourrez me le confirmer d'ailleurs sur le chat, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, si vous avez fait du CG en entreprise, 80% du temps, vous l'avez fait sur Excel. Si c'est le cas,
c'est qu'en fait, le contrôle de gestion, il était déjà complètement pré-mâché. Et qu'en gros, vous avez des gens qui ont réfléchi avant vous, qui ont déjà fait l'effort de schématisation, de calcul de coûts, etc., d'étapes logistiques, et qui ont fait un dossier Excel pré-mâché, justement pour les suivants et pour comprendre. Et donc, si c'est le cas, finalement, c'est toujours bien d'en avoir fait, vous aurez un minimum de vision, mais ce sera assez limité parce que vous, justement, on vous demande quasiment de revenir à zéro, c'est-à-dire qu'avec un cas, et à vous de comprendre tout l'enchaînement des étapes, ce que l'on ne fait pas généralement dans le monde de l'entreprise. Si par contre vous avez créé vous-même une entreprise et que vous l'avez fait pendant plusieurs années, là par contre c'est vraiment une expérience très utile. Cindy vous dit il y a parfois beaucoup d'informations dans les annexes, il est difficile de synthétiser pour faire les dossiers avec les bons montants, moi je m'y perds. Et ben voilà Cindy, écoutez c'est parfait ce que vous avez dit, parce que c'est exactement ce que je disais il y a quelques instants sur la raison principale pour laquelle des étudiants se perdent, c'est parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Mais justement, vous trouvez qu'il y en a beaucoup parce que vous n'avez pas forcément la vision de ce que vous devez faire. C'est un peu comme si je vous disais, je ne sais pas moi, imaginez vous prenez votre voiture, vous êtes à Paris et je ne sais pas, vous voulez aller à Marseille. Et imaginez que vous faisiez les routes nationales et donc vous avez, je ne sais pas, 100, 200, 300 villages que vous allez traverser. Bah, évidemment, 300 villages, c'est énormément d'informations. Par contre, si vous prenez une carte qui vous dit, bah voilà l'enchaînement, en fait c'est très simple. Il suffit juste de lire une carte et de voir l'enchaînement. Bah, le contrôle de gestion, c'est exactement ça. Il y a plein d'informations, sauf qu'elles ne servent que dans une chronologie et une structuration des questions qui est très logique. Et donc c'est cette logique-là qu'il faut absolument que l'on développe ensemble ou séparément si vous ne suivez pas notre formation, mais au moins si vous continuez de vous préparer tout seul, si vous fichez du contrôle de gestion, je vous encourage d'ailleurs à le faire, il ne faut pas ficher des calculs, jamais, sauf 2 ou 3 formules. Il faut ficher des étapes de calcul, ce qui est extrêmement différent et beaucoup plus utile. Et donc toujours Marion, vous disiez effectivement c'était une boîte gigantesque, mais j'ai créé des Excel moi-même vu que ça se faisait à l'échelle d'une structure. Donc c'est bien, si vous avez créé des fichiers Excel, c'est bien parce que ça vous a obligé justement à schématiser un processus de production, donc c'est tout à fait bien. Mais voilà, le fait que c'était une boîte gigantesque, ça peut être un peu limitant. Alors, je relis donc, je continue de lire l'élément du rapport du jury. Donc, cela permet, donc le fait de tout lire, d'identifier le fil conducteur, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, et les principales difficultés. Les réponses sont souvent dans les questions suivantes. Et oui, absolument. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de questions pour lesquelles si on lit les questions suivantes, on a une idée de ce vers quoi on doit aller. Alors vous dites, j'ai fait un devoir blanc, je connais bien toutes les formules sur Wilson, absolument, et pourtant impossible de trouver, attendez, ça c'est enlevé, impossible de trouver les éléments qui me permettaient de remplir la formule en sachant ce qu'on attendait de moi. Si on ne marque que les formules, on gagne quelques points. Alors non, ne rêvez pas, hein, Laure, je suis désolé, si vous marquez les formules, c'est bien, on dira c'est le point 0, mais pour l'honneur, mais non, ça ne sert à rien de juste marquer les formules, on veut vraiment que vous les utilisiez. Honnêtement, franchement, pour Wilson, c'est l'un des trucs les plus simples. Donc je pense que là, c'est peut-être plus un problème de vocabulaire qu'un problème d'utilisation des formules. Parce que, sauf la fin pour faire les tableaux logistiques, mais à part ça, sinon, pour calculer les premiers résultats, c'est extrêmement simple. Donc là, vraiment, il faudra peut-être se focaliser sur le vocabulaire. Alors, Galushka, vous dites, une autre chose complexe durant l'examen d'état au DCG, c'est le fait de ne pas utiliser de calculatrice. Alors oui, effectivement, c'est une difficulté. Ça demande de savoir poser les calculs. Néanmoins, ça veut dire aussi que généralement, les calculs qu'on vous demande de faire sont relativement simples. Alors, il faut que je vérifie. C'est juste une chose que vous avez raison, je n'ai pas pensé à vérifier. L'histoire de l'absence de calculatrice, je croyais que c'était que pour l'épreuve de l'UE11. Pardon, que de l'UE10, celle de comptabilité approfondie. Et donc effectivement, la préparation que je fais, c'est entièrement sans calculatrice. Confirmez-moi que c'est aussi pour l'UE11. J'ai un petit doute parce que quand même, avec tous les exercices que j'ai fait, toutes les annales d'examen, il y a parfois des calculs un peu tendus. Pardon, j'ai appuyé sur un bouton sans faire exprès. Donc à vérifier. Confirmez-moi sur le chat que vous êtes sûr effectivement que c'est sans calculatrice. Thomas, les dossiers sont totalement indépendants. Ah voilà, il me semblait bien, Laure, vous avez la calculatrice en DCG. J'étais en train de me dire, c'est quand même très curieux. Si, vous avez absolument la calculatrice en UE11. Les calculs sont trop complexes sans calculatrice. C'est vraiment pour l'UE10, la comptabilité, qu'effectivement, je vous confirme que vous n'en avez pas. Voilà, donc vous me confirmez tout sur le chat, on est d'accord. Deuxième point également, le fait de tout lire.
le timing de progression que vous noterez sur le sujet en indiquant l'horaire prévu d'achèvement des parties. Alors c'est une astuce, pourquoi pas. Étant donné la longueur de l'épreuve, vous pouvez la décomposer en 4 temps d'à peu près la même durée parce que les dossiers sont faits pour durer, enfin sont calibrés pour durer à peu près le même temps. Cela étant, dans les faits, ne vous étonnez pas si vous passez plus ou moins de temps sur un dossier. Il y a des thèmes que vous comprenez très bien, donc ça peut aller assez vite, et au contraire des thèmes qui sont beaucoup plus complexes et vous allez passer 1 heure et demie ou plus. Très franchement, pour quelqu'un d'aguerri, qui saurait parfaitement, un dossier peut être fait en... bon, il faut tracer les tableaux, c'est un peu long, évidemment, c'est plus long que si on le fait sur Excel. Mais allez, en 35 minutes, 40 minutes, évidemment, je parle bien pour quelqu'un qui n'aurait pas d'hésitation, etc. Donc ça veut dire que vous avez le temps quand même de réfléchir, mais c'est une épreuve longue, nous sommes bien d'accord. Et bien sûr, n'oubliez pas de prévoir 10 minutes incompressibles pour la relecture et le soin apporté à votre copie. Et oui, parce que là encore, la présentation, il n'y a pas de barème pour la présentation, mais c'est tellement important. C'est déjà très important dans l'UE10, mais alors vraiment dans l'UE11, s'il y a un conseil déjà que je peux vous donner, c'est de rendre des copies propres, avec des tableaux tracés à la règle, etc. Ça paraît complètement basique de le dire, mais je peux vous assurer que l'une des raisons pour laquelle cette UE fait des cartons, c'est parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas structurer un calcul. C'est écrit, mais n'importe comment. Il y a des résultats par ici, au lieu de faire des tableaux, on fait des lignes et des lignes de calcul, les trucs ne sont pas encadrés, donc le correcteur, il ne voit pas vos réponses. Vous-même, d'ailleurs, vous ne les voyez pas, donc vous êtes obligé de tourner 3 fois la page pour retrouver un calcul précédent. C'est l'horreur, c'est l'anarchie. Il ne faut surtout pas faire comme ça. Donc, je vous en prie, si vous voulez rendre de bonnes copies et si vous avez je dis vraiment, j'utilise le mot de dignité personnelle parce que cette copie, c'est votre représentation personnelle. Il faut absolument que vous vous forciez à faire des tableaux propres, tirés à la règle et encadrer vos résultats. Et bien tant pis, ils seront peut-être faux, mais au moins ils seront encadrés. Donc ça veut dire que le correcteur peut facilement voir vos résultats. Parce que je peux vous assurer, un correcteur qui ne sait pas lire une copie, enfin qui peut pas, parce que c'est mal écrit, il va pas chercher. C'est zéro. Et même si vous avez le bon résultat, on est bien d'accord. Et donc c'est sans doute l'une des raisons pour laquelle cette UE est si mal notée. Passons à la suite. Alors quels sont les quelques manuels préconisés? J'ai pris tout simplement les préconisations du jury, donc peut-être avez-vous l'un de ces 3 livres. Le contrôle de gestion d'Henri Bouquin, contrôle de gestion de Michel Gervais et pilotage de l'entreprise et contrôle de gestion. Ce sont vraiment trois manuels qui sont ultra reconnus. Il y en a d'autres, hein, évidemment, il y en a des dizaines de manuels de contrôle de gestion, donc si vous en avez d'autres, ne vous inquiétez pas, mais voilà, si jamais vous en cherchez un, prenez l'un des 3 et ce sera bien pour réviser cette épreuve. Alors justement, venons-en sur l'épreuve en elle-même. Vous avez un référentiel qui est en 4 parties. Et regardez bien, j'ai fait exprès de mettre un schéma qui a du sens avec des flèches. Pourquoi? Parce que la première grande partie du DCG 11, enfin du UE 11, c'est d'abord de vous interroger sur le positionnement du contrôle de gestion et l'identification du métier. Donc ça veut dire que quand vous commencez un manuel ou quand vous commencez une formation sur l'UE 11, on commence d'abord par vous présenter les enjeux de l'UE et en fait les enjeux du métier, véritablement, de contrôleur de gestion. Quels sont comment s'articule le métier de contrôle de gestion avec les autres métiers de l'entreprise? Quel est le lien entre le contrôle de gestion et le management, le pilotage de la performance? Parce que le contrôle de gestion, c'est vraiment à l'interface de tout ça. Donc c'est quelque chose peut-être d'un peu plus conceptuel, mais néanmoins très intéressant. Une fois qu'on a compris ça, on peut donc s'interroger sur l'analyse des coûts comme réponse à différents problèmes de gestion. Est-ce que je suis rentable? Pas rentable? Est-ce que j'atteins mon taux de marge que j'avais prévu? Est-ce que je sais pas moi, est-ce que je dois me séparer d'un produit, etc. Est-ce qu'au contraire je dois en produire plus, en produire moins? Est-ce que je dois augmenter les prix? Tout ça, ce sont des questions auxquelles on répond grâce à l'ensemble des outils que l'on analyse en deuxième partie. Thomas, j'en profite pour répondre à votre question. Comme je vous le disais il y a un instant, non, ça ne sert à rien de traiter les dossiers dans l'ordre, faites-les dans l'ordre que vous voulez. Une fois qu'on a compris comment on calcule des coûts, on en arrive à la gestion budgétaire. Pourquoi? Quelle est la logique de l'enchaînement? Comprenez, vous fabriquez un nouveau produit. Il faut vous interroger sur le coût de production. Imaginez, vous dites voilà, je suis l'entreprise Renault, je fabrique un nouveau modèle de voiture et par des calculs savants, je montre que cette voiture va me coûter par exemple à la production 3 500 €. D'accord, ça c'est ce que vous avez prévu. Et donc ça veut dire que vous ensuite en tant que manager, vous allez dire à votre équipe, voilà, votre objectif, c'est de produire 100 000 voitures cette année de ce modèle-là et il faut que le coût moyen de production ce soit 3 500. Ça, c'est ce que vous avez budgété. On dit parfois budgétisé, mais on parle souvent de coût budgété. Ce qui est donc prévu. Sauf que la réalité,
jamais exact. Vous allez produire un peu plus, un peu moins, un peu plus cher, un peu moins cher, etc. Et donc toute la notion de gestion budgétaire, ça repose sur ce que l'on appelle l'analyse des écarts. Alors là aussi, ça fait un carton généralement parmi les étudiants, et quand je dis un carton, c'est négatif, c'est vraiment très mauvais, parce que on a vite fait de se perdre dans le calcul des écarts, même quand on a la bonne structure. Donc c'est pour ça c'est vraiment important de comprendre la philosophie générale des calculs d'écart pour ne pas se perdre ensuite justement dans leurs calculs. Et c'est l'analyse ensuite de ces écarts qui permet de savoir où on a été performant et où est-ce qu'on a été sous-performant. Et enfin, une fois qu'on a fait cette analyse des écarts, on en vient à la quatrième et dernière partie. Vous voyez qu'il y a vraiment un enchaînement, ce sont les outils d'amélioration des performances. Voilà les écarts qu'on a obtenus, ils sont peut-être négatifs, donc voilà comment on peut s'améliorer. Comment est-ce qu'on va réduire tel coût, comment on va augmenter la marge, comment on va améliorer la gestion logistique, etc. C'est ça qui compte. Et donc vous voyez, il y a vraiment cet enchaînement. Je trouve que l'épreuve est très logiquement faite, alors qu'à la limite, si vous prenez le 10 sur la comptabilité approfondie, il n'y a pas tellement d'enchaînement. Il y a des thèmes qui sont pour beaucoup relativement indépendants les uns des autres. Il y a des choses un peu plus transversales évidemment, mais ça reste relativement indépendant. Alors que vraiment, pour le contrôle de gestion, il y a une vraie logique d'enchaînement. Clémence, oui, je commence par vous. Y a-t-il des chapitres plus susceptibles que d'autres de tomber? Oui, absolument, on va y venir dans un instant. Derka, à propos de la présentation, a-t-on le droit d'utiliser le blanco souris et le crayon à papier? J'ai entendu dire que la correction réalisée par les ordinateurs et que le blanco souris sera invisible, de même pour le crayon. Alors non, la correction n'est pas réalisée par des ordinateurs, ce sont des correcteurs, pas des ordinateurs. C'est simplement que parfois, effectivement, les copies sont scannées. Donc si elles sont scannées, il est vrai que parfois le crayon, surtout s'il est clair, ne se voit pas. Je vous décourage absolument d'utiliser le crayon. À la limite, vous pouvez, si vous avez le temps, commencer au crayon, mais normalement c'est plutôt au brouillon, et une fois que vous êtes sûr, vous recopiez au stylo. Je vois pas tellement l'idée de d'abord écrire la copie au crayon pour ensuite repasser par-dessus au stylo. Généralement ça fait des drames, je déconseille. Après, pour ce qui est blanco souris, franchement, faisons simple. Vous faites une erreur, il faut bien la barrer, vous n'allez pas la laisser. Donc bien sûr, il faudra utiliser du blanco. Mais utiliser, je pense c'est beaucoup mieux, vous savez les blancos qui sont sous forme de rouleau de scotch, comme ça fait une barre blanche et pas un gros pâté dégoûtant. Là aussi, ça fait pas plaisir quand vous ouvrez une copie et qu'il y a du blanco partout. Non seulement c'est pas beau, mais en plus ça fait pas sérieux parce qu'on se dit mais à quoi sert d'avoir un brouillon si la personne en fait l'utilise pas, utilise sa copie comme un brouillon pour ensuite recorriger? Non. Donc si vraiment vous faites une erreur, et ça arrivera, c'est sûr que ça vous arrivera à tous à un moment donné, faites vraiment un truc propre. Beaucoup de questions ce soir, donc c'est pas grave, j'y réponds, hein, c'est très bien, mais j'enchaînerai. Laure, vous dites l'épreuve se décompose toujours avec ces 4 parties. Alors non, je suis en train de parler du référentiel, Laure. Il y a toujours 4 parties dans l'épreuve, mais ça ne recoupe pas les 4 parties que vous avez sous les yeux, qu'on se comprenne. Là, je parle bien des 4 parties du référentiel, c'est-à-dire de l'ensemble du programme. Il y a plein de thèmes, mais structurés autour de ces 4 grands thèmes. Marion, bah voilà, vous avez répondu à ma place, hein, ça n'est pas, voilà, vous avez répondu exactement ce que j'ai dit, le fait que les copies sont numérisées. Jenny, une notion peut-elle venir 2 années successivement? Oui, théoriquement oui, c'est pas si fréquent, mais vous allez voir qu'il y a des thèmes qui tombent pratiquement chaque année. On a peu de temps pour tout faire au brouillon avant de recopier. Alors c'est vrai Cindy, encore une fois, je sais bien que vous avez peu de temps, mais je vais vous dire, il vaut mieux ne pas répondre à toutes les questions, mais répondre bien aux questions auxquelles vous allez répondre, plutôt que d'aller à toute vitesse, d'oublier des choses, et de toute façon tout sera faux. Donc n'ayez pas, enfin je veux dire, soyons très concrets. Votre objectif, c'est d'avoir 10. Enfin, si vous visez 15 et 18, je trouve ça très bien. Mais on est d'accord que pour le DCG, ce qu'il faut, c'est valider. Donc il faut avoir la moyenne. Donc ne cherchez pas absolument, si vous êtes un peu short, etc., et si pour vous le contrôle de gestion est une discipline complexe ou difficile, ne cherchez pas à répondre à tout. Vous savez, moi j'ai passé des concours dans ma vie, le concours de Normal Sup. Quand je l'ai eu, j'ai pas cherché à répondre à toutes les questions. J'ai regardé dans toutes les épreuves que j'avais. Il y avait parfois, notamment pour une ou 2 épreuves un peu plus délicates, et notamment pour la gestion, quand j'ai passé à l'agrégation, très franchement, il y avait 4 dossiers. Le jour où j'ai passé l'oral dans l'agrégation, sur le dossier qu'on m'a donné, il y avait peut-être 4 exercices. J'en ai vaguement compris un. C'est pas compliqué, hein. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu que tout le monde était complètement largué. J'ai dit, c'est pas grave, je vais me concentrer sur cet exercice, je vais essayer de le faire bien, et c'est passé. Donc vous voyez, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir plutôt l'intelligence stratégique, plutôt que d'essayer de répondre à tout.
Alors, y a-t-il des pronostics prévus par ProConta? Oui et non. J'ai quelques éléments d'aide que je vais pouvoir vous donner. Maintenant, je ne fais pas de pronostics, je ne fais jamais de paris par, on va dire, inclinaison personnelle. Je pourrais néanmoins vous donner quelques indications qui pourront vous aider. Et de toute façon, pour le comment ça s'appelle? Pour le séminaire donc intensif que j'ai conçu, j'ai ciblé autour des thèmes qui tombent le plus souvent. Donc j'ai malgré tout moi-même fait des choix. Daniel Da Silva, est-il vrai que les sujets sont faits en sorte qu'on n'ait jamais le temps de les finir? Non. Non, ils ne sont pas faits pour ça. Il se trouve que 95% des étudiants ne finissent pas, tout simplement parce que, pour finir, mais vous savez, c'est vrai aussi c'est vrai de beaucoup d'UE, hein, c'est pas vrai que le contrôle gestion. Mais le contrôle gestion n'est pas fait pour ne pas être fini. C'est simplement que, très concrètement, la plupart des étudiants n'ont pas le temps. Mais je répète, pour un professionnel aguerri, passer 30 ou 40 minutes par dossier, hein, vraiment. Pour un professionnel aguerri. Et évidemment, moi, quand je le fais sur Excel, ça va plus vite, mais vous n'aurez pas Excel le jour de l'examen. Alors, le positionnement du contrôle gestion et l'identification du métier. Donc là, je regarde thème par thème ce qui est important. Donc, il y a plusieurs éléments. D'abord, c'est un thème, donc je vous l'ai dit, qui est essentiellement structuré autour de la compréhension du métier. C'est plutôt une présentation des définitions et des termes importants. Mais dans les faits, il n'y a pas de question à l'examen. D'accord? On ne va pas vous interroger là-dessus. Ayoub, pour comment on accède à votre formation, je vous en parlerai dans quelques minutes, un tout petit peu de patience, mais on va y arriver. Mais donc pour ce premier thème, c'est plutôt vraiment une mise en route globale. Donc par exemple, moi dans le séminaire, je ne vous interroge pas là-dessus, enfin on ne travaille pas là-dessus, parce que ce n'est pas concret pour l'examen, mais c'est quand même utile, vous, que vous ayez cette idée. Pour le deuxième thème, donc la détermination et l'analyse des coûts comme réponse à différents problèmes de gestion. C'est donc un thème qui est essentiellement structuré autour de la notion de calcul des coûts et méthode de fixation des prix. C'est pour ça que si je vous parle de méthode CAE, donc les centres d'analyse, la méthode ABC, la méthode du direct costing, la méthode du coût cible, etc., tout ça, ça rentre dans ce grand thème. Donc c'est un thème qui fournit beaucoup de questions le jour de l'examen. Il y a 3 sous-parties. La construction des modèles de coûts, les choix d'une méthode de calcul des coûts et la prise en compte des données aléatoires. Pourquoi j'ai mis orange, rouge, vert? Ce n'est pas une question de difficulté, c'est une question de fréquence pour l'examen. Vert, ça tombe pas très souvent, on va dire 50% du temps. Orange, c'est à peu près 3/4 du temps. Et rouge, ça tombe chaque année. Donc chaque année, vous êtes sûr que vous aurez un dossier qui tombe là-dessus sur le choix d'une méthode de calcul des coûts. Max Yannick, y aura-t-il un live de ce type pour l'UE10? La réponse est non, puisque l'UE10 elle a déjà été lancée depuis le début de l'année. Donc, alors, quand je dis pas de live de ce type, qu'on se comprenne, il n'y aura pas de live pour présenter un séminaire à venir. Par contre, effectivement, il y aura un live public, je n'ai pas la date là pour l'instant, mais c'est peut-être dans 1 ou 2 semaines, je ne sais plus, à vérifier sur le site de ProConta. Mais je ferai effectivement un live méthodologique pour les dernières semaines qui restent. Je réfléchis juste au fait que, je ne sais plus si c'est un live public ou pas, mais à vérifier, en tout cas sur le site de ProConta. Troisième thème, la gestion budgétaire. Donc thème essentiellement structuré autour de la compréhension du contrôle des coûts et la compréhension des écarts de performance, comme je vous le disais. 2 sous-parties, la structuration de l'organisation et la gestion budgétaire, et les outils et procédures de la gestion budgétaire. Et donc en rouge, ce qui tombe chaque année quasiment, chaque année, c'est le calcul d'écart notamment. Quatrième, les outils d'amélioration des performances. Donc là, c'est structuré autour du pilotage et de l'amélioration de la performance via des indicateurs pertinents. Il s'agit de montrer toutes les démarches et techniques pour piloter en temps réel, ce qu'on appelle des variables quantitatives ou qualitatives, donc notamment la gestion des stocks. Par exemple, avec des tableaux de bord de production pour les ressources humaines ou pour l'environnement. Alors là, par exemple, c'est un thème qui est intéressant, qui est assez divers. Si on regarde bien concrètement, ce qui tombe souvent, c'est la question de la gestion des ressources humaines et la question des stocks. Voilà pourquoi, justement, dans les lives que nous allons faire ensemble, si vous vous inscrivez, ce sont les 2 thèmes que je vais travailler parce qu'ils tombent très régulièrement. Alors, quels sont un peu quelques conseils que je peux vous donner pour réussir cette épreuve? D'abord, toujours avoir à l'esprit l'objectif général de la compta de gestion. Vraiment, vous voyez, c'est le truc le plus général. Qu'est-ce qu'on veut faire quand on fait de la compta de gestion? Et vous allez voir, j'ai fait quelques questions que je vais vous poser dans quelques instants. C'est tout bête, mais ça vous redonne la philosophie de la compta de gestion. Je pourrais le dire en un mot. On ne cherche pas l'exactitude en comptabilité de gestion. On triture, parfois
oui, on triture un peu la réalité parfois, mais c'est toujours dans un certain objectif, c'est de pouvoir comparer ce qui est comparable, vous allez voir. Et ne jamais perdre de vue ensuite l'objectif de la question. Chaque question, elle doit vous mener à une certaine étape. Et donc, ce qu'il faut, c'est à un moment donné, quand vous sentez que vous êtes un peu perdu dans les calculs, prenez toujours du recul et dites-vous, mais d'où est-ce que je pars et où est-ce que je veux arriver? Quel est l'objectif? Est-ce que je cherche un écart? Est-ce que je cherche un coût de production ou alors un coût de distribution? Est-ce que je cherche le coût d'une activité? Enfin, vous voyez, c'est toujours ça qu'il faut absolument avoir à l'esprit. Quelles sont les difficultés donc de l'épreuve? Les calculs généralement ne sont jamais trop complexes. 99% du temps, ça reste des additions, des soustractions, des multiplications. C'est jamais plus compliqué que ça. Simplement, c'est l'enchaînement des calculs qui est délicat. Et donc, ça nécessite de nombreuses étapes pour obtenir le bon résultat. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que les calculs sont interdépendants. Et ça, c'est vraiment difficile. C'est-à-dire que toutes les questions dans un même dossier se suivent de telle manière que si on se trompe à la première, généralement, c'est tout le dossier qui sera faux. Et même si le raisonnement est bon et vous pourrez grappiller quelques demi-points par-ci par-là pour le raisonnement, malheureusement, les erreurs de calcul ne pardonnent pas. C'est pour ça que d'une certaine manière, c'est plus difficile que d'autres UE où non seulement les questions sont plus ou moins indépendantes, et puis les dossiers évidemment le sont complètement. Ça reste aussi vrai pour le contrôle gestion, mais là vraiment il y a un vrai enchaînement des questions. Alors là, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez tout à fait le droit. Il faut trouver les chiffres. Bien sûr, mais trouver les chiffres, qu'on soit d'accord, alors. C'est pas ça qui est, enfin, c'est ça qui est compliqué. C'est de trouver les chiffres, mais c'est pas le calcul qui est compliqué. Je répète que ça reste des additions, des soustractions, des multiplications. Par contre, il faut trouver les bons chiffres qu'il faut multiplier ou diviser et dans la masse d'informations. C'est ça qui est compliqué. Alors, regardons ce que j'ai fait là, ce que j'ai conçu pour ce live de ce soir, c'est des petits exercices. Vous allez voir qu'on va faire ensemble et je vais bon, malgré le décalage, on va pouvoir faire ça en interactif. C'est jamais très compliqué, mais ça va vous permettre de poser quelques bases et ça vous permettra de savoir si finalement vous avez bien saisi ce qu'est le contrôle de gestion. Alors, je viens de vous terroriser, mais non, rassurez-vous, je ne mords jamais et personne n'est mort durant mes cours et mes séminaires, donc il n'y a pas de raison. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Alors, j'ai pas dit que dans la suite, le raisonnement sera noté 0. J'ai dit qu'on attend de vous d'avoir des résultats justes ou proches quand même du juste résultat. Donc c'est simplement que forcément, vous allez perdre quand même pas mal de points si vous vous trompez dès le départ. Donc c'est quand même une difficulté de l'épreuve. Alors regardez, faisons quelques éléments sur le thème numéro 2, c'est-à-dire la détermination et l'analyse des coûts comme réponse à différents problèmes de gestion. Je le mets en grand, regardez. Et donc prenez de quoi écrire, crayon, feuille, stylo, je vous laisse quelques instants d'ailleurs pour en prendre un, vous allez voir. Et on va faire un petit exercice ensemble. Alors, exercice un peu plus simple que celui que vous aurez le jour du contrôle gestion, mais c'est pas grave, encore une fois, c'est une mise en jambe. Évidemment, pour les lives que j'ai préparés, je traite de véritables exercices, du niveau de la difficulté du DCG, bien évidemment, mais c'est encore une fois pour comprendre la logique générale. Donc regardez, je lis. L'entreprise ABC est spécialisée dans la commercialisation de machines à café. La plupart des machines sont achetées auprès de fabricants italiens. Les principaux clients sont des comités d'entreprise de sociétés françaises. Bon, tout ça n'a aucun intérêt, si ce n'est de savoir qu'elle commercialise des machines à café. Pour le mois de juin N, la comptabilité générale a enregistré les charges suivantes. Donc regardez, vous avez un tableau qui est un extrait de compte de résultat, et vous retrouvez les comptes de charges de 6,0 à 6,7, les intitulés qui vont avec et les montants en euros. Et déjà, vous remarquez, je parle de comptabilité générale. Alors, je fais un rappel qui, à mon avis, est une évidence pour la plupart d'entre vous, en tout cas je l'espère. La comptabilité générale, vous vous rappelez que c'est la comptabilité obligatoire, la compta financière, et on va voir justement la distinction de philosophie et d'approche entre la compta financière et la compta analytique, dit autrement le contrôle gestion. Donc regardez bien, l'idée c'est pas de retenir les chiffres, hein, ne les notez pas les chiffres, ça n'a aucune importance. On va le faire ensemble, rassurez-vous, je veux juste que vous ayez l'idée générale. Je vous dirai quoi calculer à quel moment. Et là, je vous donne quelques renseignements complémentaires. Donc pareil, je ne vais pas tout lire, mais il y a des éléments sur les capitaux propres, d'autres sur les charges de personnel ou sur les services extérieurs, etc. Bon, j'y reviendrai dans quelques instants. Et voilà l'objectif. Et on ne va pas faire tout le tableau ensemble, mais on va prendre quelques éléments.
Déjà, regardez. Répondons ensemble à la première ligne. Je voudrais que l'on calcule en comptabilité générale et en comptabilité analytique, donc c'est le montant des charges incorporées, je voudrais que l'on calcule les achats consommés de machines à café. Donc n'oubliez pas, nous sommes une entreprise qui commercialise des machines à café. Vous avez ici un compte de résultat. Je vous demande, s'il vous plaît, quel montant vous allez mettre en compta financière pour le mois de juin et quel montant vous allez mettre en compta analytique. Allez-y et répondez-moi sur le chat. Mettez-moi CF pour compta financière et CA pour compta analytique. Vous avez 10 secondes pour le faire. Bon, 20, disons. Et c'est pas très compliqué. Donc ne vous étonnez pas si je fais un non-silence, c'est parce qu'il y a le petit décalage temporel, le temps que je lise les réponses que vous écrivez sur le chat. Donc je vous répète, n'oubliez pas, dites-moi combien vous mettez en compta financière pour le mois de juin, combien vous mettez en compta analytique. Donc CF compta fi, CA compta analytique. Et n'oubliez pas, ce que l'on cherche, c'est le montant consommé des machines à café, et non pas du café, des machines à café. Donc Christopher est le premier à répondre, j'attends les autres. Vous êtes plus d'une centaine à être là, c'est très bien, donc on ne m'attend peut-être pas à 100 réponses, mais allez-y. Alors Ben Alian, oui, mais c'est pas la question pour l'instant. Moi, je vous pose juste la question de combien on met pour les achats de machines à café. Alors Thomas, vous dites on met 95 000 pour la compta fi et 100 000 pour la compta analytique, d'accord. Liliane, vous pensez qu'il faut mettre 90 000 là-dedans, d'accord. Alors, j'ai pas mal de réponses, j'ai du 90 000, j'ai du 100 000, j'ai 90 000 pour les deux, ou au contraire, etc. Alors, je réponds en attendant d'avoir toutes les réponses. Donc, regardez bien. Le truc, c'est que n'oubliez pas que la question, c'est de dire quels sont les achats consommés de machines à café. Déjà, en comptabilité financière, on ne mettra que 95 000 pour les achats consommés. Pourquoi? Parce que les variations de stock, ça n'est pas un achat. Je ne dis pas que ce n'est pas une charge. Mais si on parle bien uniquement des achats de machines à café, on voit ici que les achats stockés de machines à café pour le mois de juin N, c'est bien 95 000. Donc ça veut dire que la charge liée aux achats, c'est effectivement 95 000. Ça, c'est pour la comptabilité financière. Donc déjà, tout le monde, attention, n'a pas répondu, mais ça peut être, vous inquiétez pas, c'est peut-être une pas très bonne compréhension de la question, parce qu'on va vite aussi, mais voilà, je vous le redis. Donc je répète que comme on parle que des achats, on parle bien de 95 000. Maintenant, quel est le montant qu'on met en comptabilité analytique? Et c'est là où vous avez compris qu'il y a un lien avec la variation de stock de machines à café. Déjà, que l'on se comprenne. Vous voyez que la variation de stock, elle est négative. Question. Est-ce que ça veut dire que l'on a plus de stock qu'au début ou moins de stock qu'au début? Et bien là, pour le savoir, il faut que vous ayez fait de la comptabilité, ce qui est le cas quand même d'entre vous, puis j'imagine que vous avez ou que vous allez passer l'UE10. Donc ne vous faites pas piéger sur ce genre de truc. Je vous rappelle que quand on fait les écritures, vous voyez, je vais en faire juste une, rassurez-vous, je ne vais pas en faire 10, juste une, mais quand on fait les variations de stock, alors normalement on les fait pendant l'inventaire, on est d'accord, mais là on suppose que l'inventaire se fait à la fin du mois de juin, comme le dit l'énoncé. L'idée c'est que quand vous allez enregistrer comment ça s'appelle, les écritures d'inventaire, vous aurez ceci, vous aurez le 6037 et le 37, le 6037 sera au débit, et le 37 sera au crédit. Et donc ici, j'ai un montant X. Et puis ensuite, au même moment, je vais contrepasser cette écriture en constatant mon stock final. Et donc je vais avoir 37 et 6037. Et là, je vais avoir le montant Y. Et sauf que je vous rappelle qu'en comptabilité, je ne parle pas de comptabilité analytique, en comptabilité financière, quand on fait les variations de stock de marchandises, je dis bien de marchandises, attention, on fait stock initial moins stock final. Vous
voyez, faites bien attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Donc, ça veut dire ici que l'on va faire en réalité, stock initial, on va dire que c'est X, stock final, c'est donc Y. Et donc, X moins Y égale moins 5000. En conclusion, ça veut dire que j'ai donc plus de stock final que de stock initial. La conclusion de ça, si je reprends mon énoncé, ça veut dire que puisque dans le compte 60 371, j'ai moins 5000, ça veut dire en fait que j'ai parmi les 95 000, en fait, c'est comme si j'en gardais 5000 en stock. La conclusion, c'est que la réponse à ma question, vous voyez, je vous la remets. Quel était le montant des achats consommés de machines à café? Pour les charges de comptabilité financière, 95 000, c'est le montant des achats. Pour les charges incorporées, c'est-à-dire celles qui vont rentrer dans le calcul de la comptabilité analytique, ce sera 90 000. Et donc le retraitement, c'est moins 5 000. Vous voyez? Parce que, quelle est la logique de ça? C'est parce que ce que l'on veut, c'est uniquement tenir compte des machines à café que l'on achète et que l'on vend. Celles qui sont stockées, du coup, j'en tiens pas compte parce que ça biaise mon résultat. Moi, je veux uniquement savoir par rapport à celles que j'ai vendues. Donc voilà pourquoi en comptabilité analytique, on mettra 90 000. Et donc, alors je lis pas tous vos commentaires, mais Fanny, vous dites, pour stock produit fini, c'est stock final moins stock initial. Effectivement, bah, pourquoi pas. Si vous avez un moyen mnémotechnique, je vous encourage toujours à le faire. Mais voilà, sachez-le, pour ce qui est matière première et marchandises, c'est l'inverse, c'est initial moins final. Voilà pourquoi, voilà le raisonnement. Donc vous voyez, c'était pour faire le lien aussi avec la comptabilité financière. Donc concrètement, la bonne réponse ici, c'était de dire, encore une fois, je répète une dernière fois, en charge de compta financière 95, c'est le montant des achats. En compta analytique, 90, parce qu'on ne tient compte que de ce que l'on a véritablement utilisé. Bon, pour les achats de café, vous avez compris la logique. 15 000, ce sont les achats. Par contre, en comptabilité analytique, on mettra 19 000. Pourquoi 19? Parce que là, au contraire, une variation ici positive, ça veut dire qu'on aura déstocké. Ça veut dire qu'on aura vendu 4 000 de plus que les achats. Donc le montant véritablement utilisé, c'est donc 19 000. Voilà. Donc je ne sais pas si certains avaient, je ne vais pas relire toutes vos réponses, mais je ne sais pas si certains avaient trouvé. Oui, j'en vois quelques-uns qui avaient trouvé quand même. Donc ça, c'est bien. Effectivement, Sarah, Kate, vous aviez trouvé et peut-être d'autres. Très bien. Et Alexandre aussi. Parfait. Ensuite, regardons un autre exemple. Si vous prenez, alors on va regarder les services extérieurs. Excusez-moi, je passe d'une slide à l'autre. Regardez en bas. Une prime d'assurance multirisque de 6 000 € concerne la période qui va du 1er juin au 31 mai N+1. D'accord? Donc parmi les services extérieurs, vous voyez, services extérieurs, c'est 14 800 €. Donc on vous dit, parmi ce montant, il y a 6 000 €, charge de juin, qui concerne la période du 1er juin au 31 mai N+1. Même question, dites-moi quel est le montant que vous allez mettre en compta FI et quel est le montant que vous allez mettre en compta analytique. Alors, Jules Marc, vous dites, en compta FI, on mettrait 6 000 et en compta de gestion, on mettrait 500. D'accord. On va voir pour les autres. Alors, Denis vous dit, on va faire alors un CCA, oui, c'est une forme de CCA si vous voulez, même si, bon, on n'est pas à l'inventaire, mais oui, je comprends l'idée. Donc, Thomas, non. Par contre, Thomas, si vous dites 6 000 et 3 500, non, ça, c'est pas bon. Et voilà, bon, vous êtes plusieurs à répondre. Et donc, oui, la bonne réponse, donc là, il y en a plusieurs qui mettent 3 500, je ne sais pas d'où sort le 3 500. Mais oui, effectivement, le bon montant, c'est quoi? C'est que, regardez, pour juin, on est d'accord que l'on paie cette prime d'assurance de 6 000 €. Donc, en charge, on mettra effectivement 6 000 €. Par contre,
En compta analytique, certains l'ont dit, il ne faut tenir compte que de la partie de la prime d'assurance qui est liée au mois de juin. Je pense que c'est 3500 parce qu'il y en a qui sont allés jusqu'à décembre. Attention, lisez bien l'énoncé. On raisonne uniquement pour le mois de juin. Donc ça veut dire qu'on ne mettra que 500. 6000 divisé par 12. Voilà pourquoi on met 500 pour le mois de juin. Et donc on fait ce retraitement-là. D'accord? Allez, un dernier exemple, parce qu'après, bon, vous aurez le corrigé si vous voulez revoir les salaires en entier, mais prenez par exemple, je dois l'avoir, regardez, les charges de personnel concernent pour 600 € la rémunération d'un stagiaire dans le service commercial. L'entreprise ne souhaite pas renouveler ce type de stage. Combien on met en compta FI? Combien on met en compta analytique? Donc là, faites attention, vous voyez, quand vous avez mis pour la prime 500 en compta de gestion et 0 en compta analytique, d'abord attention, vous mélangez deux choses. La compta de gestion, c'est la compta analytique. C'est la même chose. Vous ne confondez pas avec la compta financière. Et donc voilà, faites attention, le raisonnement, je pense, Laure était faux. Donc je répète ma question, on a un stagiaire, on le paye 600 € pour le mois de juin. Donc combien on met en compta FI, combien on met en compta analytique? Donc Clémentine, vous êtes la première à répondre. Vous dites qu'on met 600 en compta financière et 0 en compta analytique. On fait disparaître ce pauvre stagiaire. Jade, vous répondez la même chose. Jenny aussi. Et donc oui, effectivement, vous avez raison. Donc il y a eu quelques erreurs aussi. Vous avez raison. En compta financière, nous mettrons 600, mais pas en compta analytique. Et non. Et pourquoi on ne met pas 600 en compta analytique? Regardez ce qui est écrit. Et c'est du bon sens en fait. L'entreprise ne souhaite pas renouveler ce type de stage. Et c'est là où ça me permet de comprendre et ça me permet de redire quel est l'objectif général de la compta de gestion. Le truc, c'est que en compta de gestion, on ne veut pas avoir l'exactitude. Ce que l'on veut, c'est pouvoir comparer ce qui est comparable. Et donc l'idée, c'est que si vous faites votre calcul de coût sur l'ensemble de l'année, imaginez que tout soit identique mois par mois. Le truc, c'est que ça veut dire que vous allez avoir toujours le même coût des produits, puis d'un seul coup, vous aurez une perte de performance pour le mois de juin lorsque vous avez le stagiaire, parce que vous aurez 600 de charges en plus, alors qu'en fait, il n'est pas renouvelé. Ce qui veut dire que les années d'après, vous n'aurez pas besoin de ce stagiaire. Donc, si vous voulez véritablement comparer ce qui doit être comparable, il ne faut pas tenir compte de ce 600 €. Et quand bien même il participe à la production, Laure, vous avez raison, ça n'empêche pas qu'en termes de contrôle de gestion, la logique serait de ne pas le compter. On n'a pas le choix évidemment en compta financière, bien sûr qu'on va le compter, c'est la loi. Mais en compta de gestion, on ne le comptera pas. Et on ne divisera même pas par 12, vous voyez. On ne va même pas étaler sur le long de l'année. On veut pouvoir faire des comparaisons stables d'une année à l'autre. Donc si tout est vraiment complètement identique, c'est jamais complètement le cas, mais si vraiment c'est identique et qu'on vous dit exactement qu'il n'est pas repris, alors il ne faut pas du tout le rentrer dans les charges incorporées. Alors après, qu'on se comprenne, quand je dis il ne faut pas, vous avez le droit de le faire. La compta de gestion, c'est pas du droit. En fait, on fait ce qu'on veut en contrôle de gestion. Mais il y a toujours cette logique de dire on veut pouvoir comparer. Donc ça, c'est presque entre guillemets une anomalie, ce qu'on appellerait un bruit statistique, le stagiaire. Dommage pour lui. Mais donc en statistique, on appellerait ça un bruit. Donc on va l'enlever pour faire comme s'il n'était pas là, parce qu'en fait, ça change rien à la production. Voilà. Si on vous disait par contre qu'il est renouvelé chaque année, alors là, effectivement, il faudrait prendre son salaire du mois de juin et le diviser par 12. Vous voyez, encore une fois, c'est cette logique du contrôle de gestion. Donc exactement, Fanny, c'est comme si c'était une charge exceptionnelle, même si ça reste du 60, enfin du 64, mais effectivement, on fait comme si c'était une charge exceptionnelle. Et lors, effectivement, alors pour les salariés dont on prévoirait de supprimer le poste, ça dépend effectivement si c'est définitif, si on reprend personne à la place, parce que parfois on supprime des postes, mais en fait on met quelqu'un à la place, etc. Donc il faut faire attention. Mais oui, c'est le genre de choses qui pourra arriver. Bon, faut faire attention aussi. Si c'est sur un poste, c'est une chose. Si c'est sur 1000 postes, là évidemment on est dans d'autres considérations de contrôle de gestion. Bon, simplement oralement. Vous voyez, le premier là, le montant des capitaux propres est de 420 000 et on vous dit qu'ils sont rémunérés au taux de 4,2% par an. Ben là, c'est ce qu'on appellerait par exemple une charge supplétive. Parce que les dividendes, vous savez, ça n'est pas un compte de la classe 6.
C'est quelque chose que l'on verse aux actionnaires, mais ça ne rentre pas dans les charges. Donc en compta financière, il y aurait 0. Par contre, en compta analytique, effectivement, on va tenir compte de ces dividendes. Pourquoi? Parce que l'on sait que chaque fois qu'on va faire un bénéfice, il y aura une partie de ce bénéfice qui sera reversée aux actionnaires. Voilà pourquoi on doit en tenir compte en comptabilité analytique. Vous voyez? Donc voilà quelle est la logique générale de cet exercice. Donc après, voilà, vous avez le corrigé total que vous pourrez récupérer et comprendre donc comment j'ai fait. Mais donc factuellement, c'est ça que je veux vous dire pour avoir cette philosophie générale du contrôle gestion, c'est de dire quel est l'objectif. Et bien cette idée de comparabilité et de comparaison, elle est complètement structurante dans le contrôle gestion et vous verrez que je vais y revenir dans d'autres exercices. Maintenant, regardez, vous avez entreaperçu comme une image sibylline un schéma. Vous allez voir, c'est plus simple qu'il n'y paraît, mais je veux aborder un deuxième point très important pour que vous réussissiez cette épreuve. Regardez tout de suite. Voilà un schéma logistique. Alors regardez bien comment je l'ai fait parce que quand je mets des couleurs ou des formes, ça a du sens. Nous sommes dans une entreprise qui fabrique deux produits finis appelés PBA et PAN. D'accord? Vous les retrouvez ici, PBA, PAN. Ce sont les deux produits finis. Pour cela, l'entreprise utilise 3 matières premières, du bois, des cordes et des anneaux. Et vous remarquez que ces bois, ces cordes et ces anneaux passent donc par différentes étapes dans le processus de production avant de devenir des PBA et des PAN. Et regardez bien en fait, pourquoi est-ce que c'est extrêmement utile de faire un schéma? C'est parce que ça permet de visualiser globalement l'objectif général. Ici, imaginez que je pose une seule question, c'est, en supposant qu'on ait les annexes évidemment, mais calculer le coût de production, mais, voire mieux, calculer le résultat analytique de chacun des produits PBA et PAN. Imaginez un seul schéma. Et bien l'idée c'est que, regardez bien ce schéma. Une fois qu'on apprend à le décrypter, ça va tout seul. D'abord, que sont les grands rectangles? Ce sont les centres, par exemple les centres d'analyse. Et vous voyez, ils ont chacun un nom. Approvisionnement, découpage, peinture, assemblage, et enfin distribution, administration. Donc nous avons ici 5 centres. Et encore une fois, rappelez-vous qu'un centre, c'est en gros un regroupement d'opérations qui sont liées à la même étape du processus de production. Voilà pourquoi souvent, quand on leur donne des noms, on leur donne des noms d'étapes dans le processus. L'approvisionnement, puis le découpage, puis la peinture, puis l'assemblage, tout ça est très logique. Donc ça, ce sont les grands rectangles. Les triangles représentent les stocks. Qu'est-ce que l'on voit? Le bois, les cordes et les anneaux sont stockés lorsqu'ils sont achetés. Puis, il n'y a pas de stock intermédiaire. Et enfin, on voit qu'une fois qu'ils sont produits, les deux produits finis sont stockés avant d'être vendus. Ok. Troisième élément, les couleurs. Jaune, orange, vert. Jaune, approvisionnement. Orange, tout ce qui est production. Vert, distribution. Donc ça veut dire que quand on vous demande de faire un calcul de coût total, par exemple, eh bien vous savez qu'à chaque fois, on découpe selon ces 3 grandes étapes. Tout ce qui est l'approvisionnement, puis toutes les étapes de production, puis enfin la distribution. Et on retrouve toujours ces 3 grandes étapes. Donc coût d'approvisionnement, coût de production, une fois qu'on arrive à la fin des étapes orange, et enfin coût de revient, quand on arrive à la fin des étapes vertes. Ok. Regardez bien mon schéma. Voyez le bois. On voit qu'il va devenir des rondins et des assises. On voit bien les deux flèches qui sont reliées. En revanche, regardez bien les cordes. Les cordes, elles traversent mes deux premiers centres, mais sans s'y arrêter. Je les ai reliées directement à l'assemblage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les cordes ne vont rentrer dans mon processus de coût, dans mon calcul de coût, que vers la fin, quand je serai dans l'atelier assemblage. Enfin, que voit-on sur les anneaux? Eh bien, même chose, ils ne vont que dans l'atelier assemblage et ne sont reliés qu'à PAN et pas PBA. Donc, voyez ça, le fait de prendre son temps pour faire le schéma de production, ça permet de savoir quel produit va où. Ça, c'est le premier truc extrêmement important. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle le moment de calcul. Le moment de calcul, c'est la grande étape de calcul. Quand est-ce qu'on doit faire les calculs? Où est-ce qu'on doit arrêter les tableaux? Regardez. Au départ, mon moment de calcul, je l'ai mis tout à droite, tout à gauche, puisque précisément, je n'ai pas commencé. Par contre, regardez. Le premier moment de calcul, c'est quand j'arrive ici. Vous voyez? Quand j'arrive dans les stocks. Ça veut dire qu'en fait, quand j'en arrive là, et donc avant de faire les fiches de stock, je dois avoir tenu compte de l'ensemble des coûts qui chronologiquement ont lieu avant l'entrée dans les stocks.
Donc, qu'est-ce que je vais avoir logiquement? Bah, d'abord, vous voyez le bois, j'ai marqué 17 euros. Chaque fois qu'on achète du bois, ça coûte 17 euros. Genre, je sais pas, un mètre cube de bois, 17 euros. Donc déjà, ça c'est ce qu'on appellerait le coût direct. Et puis, vous voyez, c'est ça aussi l'intérêt de faire un schéma qui est bien construit et de prendre son temps pour le faire. Et exactement, Laure, vous avez compris. Vous voyez ce 1591,50 euros. C'est une charge globale d'approvisionnement, par exemple un coût de transport, qu'il va falloir que je répartisse sur le bois les cordes et les anneaux. Et bien ça, pour pas l'oublier, vous voyez, je le mets dans mon schéma. Comme ça, je sais que quand j'en arrive à ce moment de calcul, je suis censé avoir tenu compte de mes charges indirectes d'approvisionnement. Et pour ça, il y a deux grandes méthodes qu'on vous demande de connaître, la méthode des centres d'analyse et la méthode ABC. Je fais un tout petit peu de spoil, comme on dit aujourd'hui. Dans dans l'un des lives justement, il y en a un où je vais traiter les centres d'analyse et un où je vais traiter la méthode ABC parce que c'est moins compliqué qu'il n'y paraît si on est bien structuré, et deux, ça tombe quasiment chaque année. Donc vous voyez ce moment de calcul que je décale, et vous pouvez le faire avec une règle en fait, quand vous faites votre schéma sur une grande feuille, il n'y a qu'à prendre votre règle et voir à chaque fois où vous en êtes. Et donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui m'intéresse, c'est de connaître la valeur de chaque flèche. Parce que chaque flèche est associée en fait à une certaine valeur, à un certain coût. Alors, Séverine, vous dites, pas de souci, Séverine, bonne soirée à vous, et on se retrouve peut-être donc pour les lives de ProConta, avec plaisir. Donc vous voyez, je répète, chaque flèche est associée à un certain coût, et donc ça veut dire que je ne pars pas de zéro. Regardez par exemple. Deuxième moment de calcul. Vous voyez, j'ai traversé l'atelier découpage. Mais d'où est-ce que je suis parti? Je suis parti de là. Et j'arrive là. Donc ça veut dire que quand je veux arriver là, il faut d'abord que je parte de là. Ça paraît évident de le dire, mais ça veut dire qu'on ne part pas de zéro. On part d'un coût qui est déjà en partie construit. Et donc on repart de ce coût et on va additionner d'autres coûts, notamment tous les coûts qui ont lieu dans l'atelier découpage. Et j'ai simplement une étape intermédiaire, c'est cette question des stocks. Vous voyez les triangles. Faire une fiche de stock, c'est pas très compliqué, mais il faut y penser parce que la quantité qui rentre n'est pas forcément égale à la quantité qui sort. Voilà pourquoi il y a un calcul à faire, un calcul qui dépend de plusieurs méthodes, vous connaissez LIFO, FIFO, CUMP, etc. Mais donc à chaque fois qu'il y a un stock, il y a une fiche de stock à faire parce que le coût peut évoluer entre au début du stock et après le stock. Voilà pourquoi il faut en tenir compte. Bon, etc., etc. Et donc à chaque fois, vous voyez, chaque fois que je sors d'un centre, hop, il y a un moment de calcul, je repars de ce que j'avais déjà calculé, puis je continue, etc., étape par étape, jusqu'au calcul final. Donc, avoir vraiment ces schémas-là, ça permet de structurer le raisonnement pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Parce que comme ça, si vous avez pris le temps de le faire au brouillon, alors, sachant que généralement, le jour de l'examen, les schémas sont un petit peu plus simples, quoique, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est tout simplement, je ne sais pas moi, au crayon, vous faites tout ça, et puis après, quand vous avez fini de vous occuper d'une flèche, et ben, soit vous la barrez, soit au contraire vous la stabilocez pour dire ça y est, là c'est fini et maintenant je m'attelle à l'autre flèche. Parce que parfois il y en a qui vont vouloir lire le schéma horizontalement, mais ça ne marche pas. Il faut le lire verticalement, c'est-à-dire que certes il se lit de gauche à droite, mais il faut qu'ensuite à chaque étape je sois sûr de m'être occupé de toutes les flèches. Si j'en ai oublié une, vous pouvez être sûr qu'au bout de 20 minutes, vous l'aurez complètement oublié et donc ce sera un oubli dans le calcul. Cory, vous dites les étapes nous permettent d'aller chercher le coût de revient, oui, et même le résultat. Cindy, vous dites les sujets sont élaborés sans stock pour faciliter les calculs. Alors, moi j'ai quand même vu une ou deux fois des questions de stock. Simplement, effectivement, il n'y aura pas forcément des stocks à chaque fois parce que ça prend un petit peu de temps, mais il peut y avoir effectivement des questions quand même de stock, donc faut pas l'oublier. Fanny, vous dites coût d'achat, plus découpage, plus peinture, plus assemblage. Alors non, attention Fanny, enfin si c'est peut-être on dit la même chose, mais à la fin de l'étape jaune, coût d'approvisionnement, à la fin des étapes orange, coût de production, à la fin de l'étape verte, coût de revient. Et c'est pour ça que j'ai mis 3 couleurs. Bon, maintenant regardez, autre chose qu'il faut bien comprendre. Et encore une fois, vous allez voir, c'est beaucoup moins compliqué qu'il n'y paraît d'abord si c'est bien expliqué, c'est ce que j'essaie de faire, et si on schématise bien. Je vous ai fait un schéma de production, volontairement complexe. Le but justement, vous allez voir, c'est de décrypter cette complexité. Simplement, regardez la légende, je la relis parce qu'elle est peut-être un peu petite, mais en orange, des charges que je considère fixes, en vert, des charges qui sont variables, et enfin en bleu, des charges qui sont mixtes. Par exemple, je ne sais pas, imaginez un commercial qui serait payé et en partie fixe et à la commission par exemple. Donc fixe, variable, mixte. Et là, vous voyez, je retrouve donc mon schéma logistique avec les produits qui passent par les centres. Je retrouve les triangles qui sont les stocks.
Et on voit que j'ai des charges, vous voyez, qui parfois s'agglutinent, s'amalgament, etc., sont reliées à un produit ou sont pas reliées, etc. Et donc, essayons de comprendre. Si j'utilise comme grille de lecture la notion de fixe ou de variable, eh bien regardez, ici, je vous ai mis le bien 1, donc c'est une matière première qu'on achète et qui par définition est variable parce que plus j'en achète, plus la charge augmente. Par contre, j'ai mis ici, vous voyez en jaune, une immobilisation qui est donc fixe. Bon. Regardez maintenant. On se comprend? Vous avez vu que l'immobilisation, je ne l'ai pas reliée à un bien, je l'ai reliée à un centre. Ça veut donc dire que cette immobilisation, le coût de cette immo, va être réparti entre le bien 1 que vous voyez ici et le bien 2 que vous voyez en dessous. Donc, quand j'arrive dans ce triangle, j'aurai une partie de charge directe, de charge variable et une partie de charge fixe. On est d'accord. Et maintenant, regardez. Je vais mettre du point de vue du bien 3. Le bien 3, vous voyez, c'est celui-ci. Et regardez bien ce qui se passe pour le bien 3. Je sors de mon triangle. Et donc, plus je produis bien 3, plus j'ai besoin évidemment d'utiliser du bien 1, de consommer du bien 1. Et j'ai mis une flèche verte, entièrement verte, comme si c'était variable. Pourtant, regardez le schéma précédent. On est bien d'accord que cette flèche noire ici d'entrée dans les stocks, il y avait du bien 1, certes, c'est la partie variable, mais il y avait aussi une partie de cette charge fixe. Pourtant, vous voyez, quand je me place du point de vue du bien 3, je considère que c'est complètement variable. Et ça aussi, c'est complètement structurant et important dans le contrôle de gestion. Il faut bien que vous compreniez que les charges ne sont pas toujours fixes ou variables définitivement. Ça dépend aussi du bien par rapport auquel on se place. Donc du point de vue du bien 1, j'avais les deux, mais du point de vue du bien 3, en fait, tout ce qui sort du stock est par nature variable, parce que plus j'utilise du bien 3, plus je dois aller piocher dans mes stocks, et c'est directement proportionnel, ou quasiment proportionnel. Donc voilà pourquoi je considère que du point de vue du bien 3, je répète, c'est une charge entièrement variable, ce qui sort du stock. Donc pensez bien là encore que tout dépend du bien dont on se sert comme base de calcul. Et vous voyez, l'agent 3 ici, l'agent 3, donc c'est une personne qui travaille, et donc j'ai considéré ici, c'est l'énoncé qui le dit, hein, que c'est une charge mixte, en partie variable, en partie fixe. Enfin, vous voyez, si je me place du point de vue du bien 5, et bien pareil, le bien 3, je considère que c'est une charge variable, alors même qu'on a vu que le bien 3 incorpore et du variable et du fixe. Et puis ici, bon voilà, vous avez compris la logique, je ne vais pas la redévelopper, vous pourrez prendre le schéma et le comprendre. Et donc je veux vraiment que vous compreniez une idée, c'est de dire que il y a des questions de point de vue selon lequel on se place. Alors vous dites, on ne peut pas avoir ABC s'il y a des stocks. Si, théoriquement si, on pourrait très bien avoir du ABC avec du stock. Maintenant, c'est vrai que généralement, on ne mélange pas les deux idées. Je crois que dans toutes les annales d'ABC que j'ai vues, il ne me semble pas avoir vu de stock, mais on pourrait en avoir quand même. Maintenant, regardez, dernière chose avant de passer au reste. Et vous allez voir, on va faire un petit exercice ensemble, mais très simplifié. J'ai utilisé ici comme grille de lecture la notion charge fixe, charge variable. Maintenant, je vais utiliser une autre grille de lecture qui est charge directe, charge indirecte. Regardez pour le bien 1. Le bien 1, c'est une charge directe au sens où ça va rentrer directement dans... c'est rattaché au bien 3 uniquement. Par contre, vous voyez, cette charge jaune ici, elle est indirecte par rapport au bien 1 et au bien 2 parce que je dois répartir le montant de cette charge sur mes deux produits. Maintenant, regardez. Si je me mets par rapport au bien 3, eh ben, j'aurai 3 charges directes, qu'elles soient fixes ou variables. J'aurai le bien 1 qui rentre dedans, j'aurai du bien 2, et j'aurai aussi, vous voyez, cet agent. Parce que cet agent, il n'est pas relié à mon centre, il est relié à mon bien directement. Ça veut dire que l'existence de l'agent 3, l'existence comptable, ne dépend que de la production du bien 3. Si je n'avais pas le bien 3, mon agent 3 disparaîtrait. Donc c'est une charge directe. Si je fais cette fois-ci, regardez par rapport au bien 5, regardez bien mon schéma. Le bien 3 est une charge directe parce que c'est directement relié au bien 5. Par contre, tous ces trucs au-dessus là, qui sont reliés au centre, sont des charges indirectes parce que je dois les répartir entre le bien 5 et 6. Et enfin, vous voyez ce truc là que j'ai mis un peu en annexe, vous voyez que j'ai plusieurs éléments, et regardez bien ce qui se passe. C'est subtil, mais c'est juste pour que vous compreniez l'idée. Vous voyez cet agent qui est là. Il y a une flèche qui va vers un amalgame,
et une flèche qui part vers le bien 5. Et bien ça veut dire que cette flèche qui part, du point de vue du bien 5, ce sera une charge directe. Alors que la flèche qui est d'abord liée à une espèce d'amalgame ici, et cet amalgame étant relié au centre 4, et bien ça, ce sera une charge indirecte pour les biens 7 et 8. Vous voyez? Donc en fait, c'est juste pour vous montrer que tout dépend encore une fois, le schéma de production que vous avez, et mieux vous le faites, plus il est précis, mieux c'est pour vous, parce que vous voyez tout de suite, par une simple flèche, si c'est direct ou indirect. Si c'est directement relié à un produit, que ce soit fixe ou variable, c'est direct. Si par contre c'est relié à un groupe de produits, donc à un centre, quel que soit le nom qu'on lui donne, alors c'est une charge indirecte. Voilà aussi un élément structurant et que beaucoup d'étudiants perdent de vue quand ils sont lancés dans les exercices. Donc vraiment, si vous avez un exercice qui vous demande un minimum d'étapes, etc. sur les cendres d'analyse, je vous recommande vraiment de prendre le temps, de prendre 5 minutes, plus de 5 minutes pour faire un schéma pour être sûr de ne rien avoir oublié. C'est tellement important. Voilà pour ça. Alors faisons un petit exercice. Regardez, je vous ai mis ici deux produits, produit 1, produit 2. Et vous voyez que j'ai d'abord une charge mixte, alors qui est, vous voyez en bleu j'ai mis le fixe et en vert j'ai mis le variable. Donc j'ai une charge mixte en partie fixe, en partie variable qui est reliée au produit 1 et une autre charge qui est reliée au produit 2. Enfin, j'ai une charge de 24 €. Tout le monde le voit, je vais y revenir. Question. Quel est le montant des charges variables pour le produit 1? Question très simple, je vous la pose. Quel est le montant des charges variables pour le produit 1? Donc oui, voilà, vous avez commencé à répondre. La question est extrêmement simple ici. Bien évidemment 10, puisque... Et alors voilà, quand vous dites 10 fois quantité de P1, ici on va raisonner uniquement en termes unitaires, Laure, mais vous avez raison. C'est très simple, ici c'est 10, pas de problème. Deuxième question, quel est le montant des charges fixes directes incorporées au produit 1? Je répète, montant de charges fixes directes incorporées au produit 1. Donc oui, pareil, très facile ici, 3. Troisième question. Quelle est la nature de la charge de 24 € par rapport au produit 1? Donc vous voyez par exemple 27, c'est faux. Parce que 27, vous avez tenu compte de la charge à 24 € alors qu'elle n'est pas reliée au produit 1. Donc question, je répète, quelle est la nature de la charge de 24 € par rapport au produit 1? Donc effectivement, vous avez commencé à répondre. Alors attention, il faut, voilà, si on veut donner la nature exacte, c'est pas juste indirect, c'est charge fixe indirecte. Vous voyez, il faut être bien précis dans les mots. C'est une charge fixe indirecte par rapport au produit 1. Question, quel est le montant des charges fixes indirectes incorporées au produit 1? Dernière question, quel est le montant des charges fixes indirectes incorporées au produit 1? Donc, quel est le montant des charges fixes indirectes incorporées au produit 1? Donc Claude, vous répondez 24, Christopher 12, j'ai du 3. Ok. Et voilà, effectivement, là c'était un piège. Plusieurs vous avez dit, mais en fait on ne peut pas savoir. Et vous avez tout à fait raison, on ne peut pas savoir.
Parce qu'en fait, il faut bien comprendre, certains sont partis du principe que le 3 € et le 5 € étaient liés au 24. Non, c'est autre chose. Parce que le 3 € et le 5 € que vous avez là sont des charges fixes directement associées au produit. Alors que le 24 €, c'est un truc en plus qui doit être réparti entre les deux produits. Mais justement, si je vous dis rien, mais on ne sait pas. Je sais que la charge est de 24 €, mais comment savoir combien va au produit 1 et combien va au produit 2? Et bien précisément, on ne sait pas si on n'a pas plus d'informations. D'où l'idée que dans l'énoncé, il doit forcément y avoir une information où on vous dira par exemple c'est réparti 50-50, ou alors c'est réparti en fonction des quantités produites, ou en fonction de la valeur, ou en fonction d'autres choses. Bref, il y a ce qu'on appellera une clé de répartition. On parle aussi du mot unité d'œuvre. Mais concrètement, sans plus d'informations, eh bien, je ne sais pas. Vous voyez? Donc c'est ça qui compte, c'est qu'il y a des choses très simples, mais il y a des choses par contre où, attention, on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas plus d'informations. Donc voilà, c'était un petit exemple simple, mais même si parfois c'est un peu plus compliqué, il faut parfois revenir à ces fondamentaux-là. Bon, maintenant regardez, alors rassurez-vous, on a fait le plus long, je vais juste aborder quelques éléments rapides, mais pareil de manière un peu interactive, parce que je sais que voilà, l'heure avance, peut-être vous allez manger, mais je voudrais que vous restiez un minimum avec moi, et voilà, on ira tous manger après. Donc regardez, thème 3, la gestion budgétaire, la question du calcul d'écart, le truc qui vraiment fait peur à beaucoup d'étudiants. Donc regardez, on va faire un exemple. Je me remets comme ça pour comprendre. On va faire un petit exemple pour une mise en jambe. Parlons d'abord d'un truc que l'on appelle le coût préétabli. Le coût préétabli se comprend comme l'évolution du coût budgété en fonction des quantités produites. C'est-à-dire, supposons qu'un produit coûte 5 € par unité, et on suppose que c'est uniquement variable. D'accord? Donc chaque fois que je fabrique un truc, ça coûte 5 €. Le coût budgété, actuellement, est de 1000 unités à 5 €. Donc je prévois de fabriquer 1000 unités, et donc 5 € par unité, ça veut dire 5000 €. Par contre, maintenant, regardez. Si l'on produit 1200 unités, le coût préétabli, c'est-à-dire ce que je prévois de faire si je fabrique des quantités différentes, ce sera donc 1200 fois 5 €, c'est-à-dire 6000 €. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le coût préétabli. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai le budgété, c'est-à-dire ce que je prévois complètement, mais j'ai en fait une espèce de vérité alternative qui est, bon, mais en fait, si je produisais un peu plus ou un peu moins, quel serait mon coût global? Ça s'appelle le coût préétabli. Mais ça reste encore quelque chose de prévisionnel, on va dire. Maintenant, regardez, excusez-moi, je passe un peu vite. Maintenant, regardez, il peut arriver que le coût préétabli ne soit pas strictement proportionnel au coût budgété. Par exemple, supposons qu'une partie des coûts soit fixe, tandis que l'autre est variable. Exemple tout bête. Un produit coûte 5 € pour être fabriqué. Et sur les 5 €, il y a 4 € de variable et 1 € de coût fixe. Pour une production toujours de 1000 unités. Mais du coup, bon, faisons une vérité alternative. Supposons qu'on fabrique en fait 1200 unités. Le coût global préétabli devrait donc logiquement atteindre 4 fois 1200 plus 1000. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a les 4 fois 1200, c'est la partie variable, fois les nouvelles quantités. Mais il y a aussi le 1000 qui correspondait aux charges fixes. Et comment j'ai trouvé les 1000? Ben regardez, je savais que pour 1000 unités, ça me coûtait 1 € de coût fixe. Donc ça veut dire que le coût fixe global, c'est 1000 €. Mais du coup, par définition d'un coût fixe, il est fixe. Ça veut dire que quand je vais fabriquer plus d'unités, bah, le coût fixe, ça reste 1000, ça ne bouge pas. Donc voilà pourquoi j'ai 4 fois 1200 plus 1000. Donc ça fait 5800. Et donc si on divise par 1200 unités, ça fait 4,83 €. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je prévois, c'est vraiment 1000 unités, et je prévois que chacune de mes unités va me coûter en moyenne 5 €. Mais dans une vérité alternative, qui est, bon, finalement, si je fabriquais 1200 produits, et ben je vois que normalement, ça devrait me coûter 5800 €, soit 4,83 € par unité. Et en fait, le truc, je vous ai perdu, Ayoub, alors je vous récupère tout de suite. Je répète que il faut bien distinguer ce qui va varier avec la production et ce qui ne va pas varier avec la production. Ce qui va varier avec la production, c'est le coût variable. Donc si j'ai 1000 unités dont chacune me coûte 4 € de charge variable, et ben si je produis 1200 unités, ça restera toujours 4 € par unité, mais fois 1200. Voilà pourquoi j'ai 4 fois 1200. Par contre, la charge fixe globale, elle ne bouge pas. C'est le 1000 € qui ne bouge pas. Ce n'est pas le 1 € par unité. C'est 1 € quand j'en fabrique 1000.
Par contre, ce n'est pas 1 euro quand j'en fabrique 1200, c'est un peu moins, d'accord? Ce qui reste fixe, ce sont les 1000 euros. Et comme vous dites, Claude, c'est très logique. Ben oui, en fait, c'est très logique, mais parfois on s'y perd quand il y a beaucoup de calculs. Donc concrètement, ce qu'on appelle le coût préétabli, je voudrais vraiment que vous le compreniez comme une vérité alternative, mais si, c'est le mais si qui est important, en 2 mots. Mais si les données que l'on a au départ restaient vraies. Donc ici, si les charges variables unitaires restaient de 4 euros et que la charge fixe globale restait de 1000 euros, alors logiquement, je devrais obtenir un coût de 5800. Vous voyez, comme une espèce, encore une fois, de vérité alternative. Mais regardez bien. Supposons par exemple que l'on fabrique 1500 unités finalement. Et ça, c'est ce que j'appellerais le coût constaté. C'est que je me dis, bon, au départ, je pense 1000. Bon, il y a une vérité alternative, on va supposer que j'en fabrique 1200. Mais parlons d'un coût constaté où finalement j'en fabrique 1500. Et, et que supposons que le coût unitaire que j'observe, c'est 6 euros. Et le coût total est de 9000 euros, soit un écart par rapport au budgété initial de 4000 euros. Et vous me suivez toujours, au départ je pensais en fait que ça me coûterait 5000, finalement j'arrive à 9000 parce que j'ai produit plus, et en fait ça coûte 6 euros par unité. Vous voyez? Et donc le truc c'est que cet écart de 4000 euros, je peux le décomposer en 2 écarts différents. Parce que vous voyez en fait que j'ai produit plus que prévu et à un coût différent. Donc j'ai 2 éléments qui ont varié par rapport à mon coût vraiment initial. C'était mon 5 euros à 5 euros de coût unitaire fois 1000 unités. D'accord? Donc entre mon 5000 et mon 9000, j'ai 4000 euros d'écart global que je décompose entre la partie liée à la quantité qui a évolué et une partie liée au coût. Donc regardez, sans regarder dans le détail des calculs, je veux que vous compreniez l'idée. On n'est pas ici pour faire des calculs, mais vraiment pour une philosophie générale. Regardons. D'abord, regardons l'écart sur quantité. Et bien ici, j'ai fait l'écart où ça m'a coûté 6 par unité, mais au lieu d'en fabriquer 1000, j'ai fabriqué 1500. Donc 500 fois 6, vous voyez, ça fait déjà 3000 euros d'écart. Mais je peux décomposer autrement et dire j'ai un écart sur coût. Et là, je vois qu'en fait, j'ai 1 euro de différence par rapport à ce que j'avais prévu, mais fois 1500 unités. Si je fais du coup la somme des 2 écarts, j'ai un problème. J'ai un problème parce qu'en fait, regardez bien, j'ai compté 2 fois la même chose. Vous voyez ce petit rectangle ici en jaune? Regardez bien mes schémas. Je l'ai compté 2 fois. Je l'ai compté une fois dans l'écart sur quantité et une fois dans l'écart sur coût. Donc il faut faire très attention à ça, parce que sinon je le compte 2 fois. La preuve, si vous faites les calculs, vous me croyez sur parole, vous le referez, mais si vous faites les calculs, vous allez trouver 4500 euros d'écart et pas 4000. Donc c'est bien qu'il y a un problème, j'ai compté un truc 2 fois. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai dû le mettre, non je ne l'ai pas écrit ici, mais il faut savoir que par convention, ce truc jaune sera lié à l'écart sur coût et pas à l'écart sur quantité. D'accord? Croyez-moi sur parole, on aura l'occasion de le revoir, mais voilà, il y a des choix, et en fait ce rectangle jaune, on le met dans l'écart sur coût. Mais c'est un exemple tout bête, mais c'est pour vous montrer que voilà, j'ai un écart global, et je constate ça. Alors vous allez dire, mais quel est le rapport avec le coût préétabli? C'est qu'en fait, le truc c'est que le coût préétabli, j'en ai besoin comme une espèce d'étape intermédiaire pour bien décomposer mes écarts. Là, finalement, le coût préétabli, j'en ai pas besoin. Je passe facilement du coût budgété à l'écart total, c'est pas compliqué. Sauf que comme on veut avoir une vision très fine des écarts et qu'on veut mieux les décomposer que ça, plus finement, le coût préétabli, il me sert d'une espèce de vérité alternative qui va un peu mélanger le budgété et le vrai. Le vrai, c'est la quantité. Le budgété, c'est les données initiales de coût, pour aller très vite. Vous voyez, le coût de 5 euros, etc. Ça, c'est la partie budgétée que je vais garder dans le préétabli. Par contre, ce que je vais mettre dans le préétabli, ce sont les vraies quantités. Donc, je crée, vous voyez, une espèce d'étape intermédiaire qui va me permettre de mieux décomposer les calculs. Je ne rentre pas dans le détail ici des schémas parce que j'irai trop loin par rapport au live que je vais faire ce soir. Mais justement, moi, dans le live, quand on fera les calculs d'écart, je prendrai vraiment le temps, par des schémas simples, de bien vous expliquer pourquoi il faut parfois décomposer. Je donne juste une piste pour que vous compreniez. Là, j'ai fait simple, on a un seul produit. Mais si vous êtes par exemple un vendeur de voitures et vous avez 2 types de voitures que vous vendez, des voitures low cost et des voitures haut de gamme, le problème c'est qu'il y a plein de choses qui vont changer.
Vous n'allez pas vendre les mêmes quantités low cost, pas vendre les mêmes quantités haut de gamme que prévu, pas au même prix, etc. Même la marge, elle sera différente. Donc en fait, il y a plein de choses qu'il va falloir décomposer. Et cette espèce de vérité alternative qui est le coût préétabli va simplement me servir, vous voyez, d'espèce de zone tampon pour mieux décomposer les écarts entre ce que j'avais vraiment prévu au départ et ce qui s'est vraiment passé. D'accord? Et donc une fois qu'on comprend ça, c'est plus facile de faire des calculs d'écart. Je ne dis pas que c'est comme ça en un claquement de doigts, mais ça devient déjà beaucoup plus, on est beaucoup plus à l'aise. Et on fera un exercice complet là-dessus. Donc voilà, simplement, vous voyez, ce que j'ai mis ici, la complexité des calculs, c'est parce qu'il y a beaucoup d'écarts différents. Mais j'ai dit, dans les faits, il s'agira toujours d'opérer la distinction entre l'initial, donc ce qui est vraiment prévu au départ, le préétabli, donc cette espèce de zone intermédiaire, et le final, en évitant de calculer plusieurs fois les mêmes éléments. Donc en résumé, pour les éléments méthodologiques, schématiser l'énoncé pour ne pas perdre de vue le cap fixé par la question ou l'exercice, comprendre l'enchaînement des questions pour ne pas oublier une étape ou une info importante, et enfin toujours garder en filigrane l'objectif général de calcul finalement de la performance, que ce soit un coût ou une marge, etc. Vous voyez, c'est l'objectif général du contrôle gestion. Simplement en un mot sur le thème numéro 4, quels sont les deux éléments un peu importants? D'abord, pour ce qui est gestion des ressources humaines. Là aussi, vous allez voir qu'en fait, beaucoup de questions qui tombent autour de la gestion des ressources humaines, en fait, c'est comme un calcul d'écart. Vous voyez, parce que qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà, je suis en 2020, puis en 2021. Je regarde ma masse salariale. Avant, ça me coûtait 1 million, maintenant, ça me coûte 1,2 million. Bon, ok, l'écart, il est immédiat, c'est 200 000. Mais toute la question, c'est de savoir, mais pourquoi il y a cet écart? Petit 1, l'évolution des effectifs. Ça se trouve, il y a des gens qui sont rentrés. Ouais, mais il y a peut-être aussi des gens qui sont sortis. Donc là, je dois en tenir compte. Et puis peut-être qu'il y a aussi des évolutions individuelles. Il y a parmi mes 1000 salariés, j'en ai peut-être que je paye plus qu'avant, ou bon, moins qu'avant, c'est peu probable, sauf pour des commerciaux, mais sinon, souvent, j'en paye plus. Puis il peut y avoir une évolution globale. Par exemple, j'ai décidé d'augmenter tout le monde de, par exemple, 1% ou 2%. Vous voyez, à chaque fois, l'idée tout simplement, c'est exactement de faire des calculs d'écart avec des situations intermédiaires, exactement comme l'histoire du coût préétabli, pour dire, bon ben, qu'est-ce qui se serait passé, par exemple, si j'avais augmenté personne? Bon ben, voilà où je devrais me trouver. Et en fait, je suis là. Donc il y a un écart. Puis, qu'est-ce qui se serait passé si, par exemple, j'avais eu exactement le même effectif qu'avant, mais avec ou sans les augmentations? Ben voilà, je serais là. En fait, je suis là, donc hop, il y a un deuxième écart. Vous voyez, à chaque fois, c'est comme si je voulais, en fait, c'est une manière de le comprendre. J'ai trois évolutions différentes, effectif, rémunération individuelle, rémunération globale. Et bien imaginez, c'est comme si à chaque fois, je gelais deux des trois évolutions pour n'en garder qu'une et voir où je serai. Puis ensuite, je repars de zéro et je dis, bon, cette fois, je gèle les deux autres, hop, je fais la troisième. Puis je regèle, je prends la première, etc. Vous voyez, à chaque fois, c'est ça. Je gèle des évolutions, je regarde où je devrais être et je compare à où est-ce que je suis vraiment et ça me permet de comprendre l'écart. Donc évidemment, dans les faits, il y a plein de petits calculs, etc. Mais ça reste quand même l'idée de dire à chaque fois, c'est un calcul d'écart où je gèle deux variations sur trois pour n'en garder qu'une et voir où je serai. Et pour ce qui est enfin de la logistique, donc tout ce qui est calcul de stock, etc. Donc quelle est la difficulté? C'est être capable de faire ce qu'on appelle un raisonnement par récurrence. Je vous montrerai, parce que là aussi il y a un live là-dessus, qu'en fait la logistique c'est vraiment pas compliqué. À mon avis, hein, c'est l'un des thèmes les plus simples, mais ce qui le rend parfois délicat, c'est que c'est comment dire, la logique qu'il faut développer. Alors, là, vous dites, concernant les cours que vous proposez, on rentre plus dans le détail. Oui, absolument. Moi, je vous dis, là, on est complètement dans la base et c'est fait exprès. On est bien d'accord que moi, les lives que je traite, c'est absolument type examen. C'est-à-dire que ce sont des exercices d'abord en partie d'annales d'examen et en partie faites par moi-même, mais type annales d'examen avec le même degré de complexité, ni plus ni moins. Là, je ne fais pour les besoins du live que des choses vraiment basiques pour vous rappeler les fondamentaux. Mais c'est bien de revenir aux fondamentaux, c'est très bien. Ah oui, ça, les vaccins, c'est autre chose, je ne me mêlerai pas de la polémique. Donc, le truc, c'est que il faut être capable de comprendre un raisonnement par récurrence, c'est-à-dire parfois aller chercher une information entre guillemets dans le futur pour la ramener à l'échelle présente, et comprendre qu'il y a deux méthodes possibles par ce qu'on appelle lot constant ou fréquence constante. Est-ce que je me fais toujours livrer la même quantité
mais à des périodes différentes. Alors, je sais pas, une fois le lundi, une fois le mercredi, puis ensuite renouveau le lundi d'après, etc. Donc de manière aléatoire, mais toujours la même quantité. Ou alors est-ce qu'au contraire, je dis voilà, je me fais livrer tous les lundis, mais des quantités qui peuvent varier. Et pour ça, bah, vous avez une formule qui est la formule de Wilson qu'on reverra ensemble, qui permet de calculer dans une hypothèse ou dans l'autre quel est le lot optimal, donc quelle est la quantité optimale que je dois me faire livrer si je me fais livrer à des dates aléatoires, ou au contraire, quelle est la fréquence optimale, l'un excluant l'autre. C'est l'un ou c'est l'autre. Je ne peux pas avoir les deux à la fois. Et donc la notion demande une compréhension des éléments logistiques, mais aussi une logique solide. C'est vraiment pas une question de calcul complexe, c'est une question logique. Et on prendra l'exemple d'un magasin de chaussures, enfin, je ne sais plus ce que j'ai pris pour mes lives, mais un exemple vraiment où je veux que vous visualisiez ce qui se passe, comme si vous étiez patron ou patronne d'un magasin de chaussures, et voilà, il vous en reste tant, vous savez que vous allez avoir tant de clients qui vont arriver, combien vous devez vous faire livrer. C'est ça la question. Et vous allez voir, en fait, franchement, je pense que c'est l'un des thèmes les plus simples une fois qu'on a compris la logique. J'en viens donc maintenant, pour terminer le live de ce soir, à ce qu'on vous propose et donc ce que vraiment j'ai fait pour vous accompagner dans les dernières semaines qui restent pour préparer ce contrôle de gestion dont je sais encore une fois que c'est difficile. D'abord, une petite remarque. C'est tout bête, mais ça c'est la statistique générale sur le DCG. Sachez que parmi tous les candidats qui ont réussi, 2 tiers étaient suivis et 1 tiers ne l'était pas. Ce qui veut dire que l'on peut réussir sans prépa. Qu'on se comprenne, moi je propose une formation, enfin nous proposons à ProConta une formation et moi je propose des éléments pédagogiques dont je sais qu'ils vont vous aider à réussir, mais bien sûr qu'on peut toujours réussir sans une prépa. Maintenant, faut savoir que ceux qui réussissent sans prépa, la plupart du temps, c'est plutôt en 2 ans, voire parfois en plus. Donc l'avantage, c'est que parfois on dépense un peu plus dans une prépa, mais au moins on passe qu'une seule année de préparation et donc c'est toujours ça d'économiser. Et ceux par contre qui se sont échoués, bah, vous voyez, ceux qui ont échoué, pardon, 20% avec une prépa, donc ça n'empêche pas l'échec, mais quand même, la plupart du temps, ça permet de réussir. Nous proposons une formation qui est adaptée à tous, que vous soyez salarié, apprenti, étudiant, c'est ouvert à tous, c'est pour ça que nous avons positionné tous les cours le week-end, donc ce sera, vous allez voir, le samedi matin et le dimanche matin pendant 2 semaines. Parce que voilà, on sait que parmi vous, il y en a qui travaillent, vous avez une vie de famille, tout ça, j'en comprends parfaitement. Et donc, on ne voulait pas mettre des cours trop tard le soir parce que franchement, c'est là où j'ai dit veto. Je ne ferai jamais un cours de contrôle gestion le soir, jamais, parce que ça demande vraiment d'être reposé, alerte, etc. Et donc, jamais de cours du soir pour le contrôle gestion, veto absolu. Et tout le monde était d'accord là-dessus, donc ce sera uniquement le matin. Voilà, et pour le reste, on sait aussi que les étudiants parfois travaillent le samedi après-midi et le soir, donc voilà pourquoi on l'a positionné vraiment le matin. De la même manière, vous allez voir que je fais aussi des pauses dans les lives pour pas que pendant 4 heures vous soyez comme ça, parce que personne ne tient pendant 4 heures. Hein. Rassurez-vous, j'ai été étudiant aussi, personne ne tient un cours de contrôle de gestion pendant 4 heures. Donc voilà ce que nous allons vous proposer. 6 lives de 2 heures. Et voilà exactement les thèmes que je vais traiter. Le premier live portera sur la notion de coût complet, de coût marginal et de seuil de rentabilité. Le deuxième portera sur les centres d'analyse, le troisième sur la méthode ABC, le quatrième sur la gestion justement méthode budgétaire et calcul d'écart, 5 gestion des RH, et enfin 6 logistique et pilotage de la performance. Les 6 thèmes qui tombent le plus souvent et qui sont généralement les plus difficiles à comprendre pour les étudiants. Eh bien, je pars du principe qu'avec un bon exercice, en 2 heures, on peut avoir cerné toute la logique et beaucoup mieux comprendre ce type d'exercice parce qu'en fait, c'est souvent un peu la même chose. Voilà, il y aura peu de variantes et donc ça vous permettra, si vous comprenez bien les bases de chacun de ces 6 lives, de répondre au moins à la moitié des questions, voire plus. Parce que l'objectif, encore une fois, c'est que vous ayez au moins la moyenne, plus je l'espère, hein, 15, 16, 17, ce serait top, mais au moins avoir la moyenne, c'est vraiment, si vous comprenez bien la base de ces 6 lives, ça doit pouvoir passer. Donc, le tarif que nous proposons, c'est 80 € en tout. Et donc, si vous avez jusqu'au 30 avril, donc vous avez à peu près 15 jours pour vous inscrire et donc profiter de ce tarif, c'est vraiment avantageux. C'est 80 €. Si vous regardez bien, 80 € pour 12 heures. Donc, c'est extrêmement intéressant, je crois. D'accord, ça fait moins de 10 € de l'heure. Si vous preniez, vous savez, un prof particulier, hein, faites le calcul, mais si vous prenez un prof particulier, c'est facilement 50, 60, 70 € de l'heure pour ce niveau-là. Donc, concrètement, c'est vraiment hyper intéressant. Sachant que on sera vraiment là pour vous accompagner. C'est pas juste moi qui viens, qui vous balance des PPT, puis ensuite au revoir tout le monde. Il y a vraiment un accompagnement pour ça. Je répondrai
en live à toutes vos questions. On est joignable par mail si vous voulez revenir vers nous, si vous n'avez pas compris quelque chose. Toutes les vidéos seront téléchargeables en replay si vous voulez les revoir plus tard, etc. Les supports sont téléchargeables. Et sachez, c'est très important, que ce ne sont pas uniquement des lives. Je vous ai fait 6 dossiers avec à chaque fois l'énoncé, en sachant que voilà comment on va faire. Les dates, c'est en mai, je crois que c'est le week-end du 8 mai ou un truc comme ça. Je crois que les personnes de ProContact qui nous suivent vont remettre les dates, mais en gros, on aura sur 2 week-ends. Le premier, je crois que c'est le 8 mai, et en gros, une semaine avant, on vous donnera les 3 énoncés que l'on va traiter ensemble les samedis, dimanches 8 et 9 mai. Donc juste les énoncés, pour que vous ayez le temps, si vous avez le temps de vous entraîner, d'essayer de faire le sujet. On corrige ensemble le samedi, dimanche. On vous enverra les corrigés qui sont détaillés, c'est-à-dire que moi, même pour ceux qui sont les annales d'examen, je ne fais pas juste un copier-coller d'annales d'examen, je mets des codes couleurs, je mets des formes, je mets des choses comme ça pour que vous compreniez l'enchaînement des calculs. Donc à la fin, je vous dis des 3 premiers lives, on vous envoie les corrigés et on vous envoie également les énoncés des 3 lives suivants. On se retrouve une semaine après et pareil, je corrigerai les 3 énoncés et on vous enverra les corrigés complets. Donc voilà ce qu'on vous propose. Donc pensez bien, voilà, jusqu'au 30 avril, 80 € et après le 30 avril, c'est toujours possible, mais vous aurez encore une petite semaine pour vous inscrire, 120 €. Les dates, bah voilà les dates. Donc 6 lives répartis sur 2 week-ends, le 8 et 9 mai. Donc en fait, il y aura le samedi matin 4 h de 9 à 13 et le dimanche matin de, je crois qu'on a dû mettre 10 h, 12 h ou un truc comme ça. Il faudra que je regarde. Je ne sais plus si c'est 10-12 ou 11-13. Je crois que c'est 10-12, en sachant qu'on ne fera pas 4 heures d'affilée. Le samedi matin, on fera 2 heures, une pause d'un quart d'heure tranquille, puis de nouveau 2 heures. Là aussi, veto, je ne fais jamais des cours de plus de 2 heures en contrôle gestion parce que c'est trop compliqué. Et même si vous êtes un professionnel aguerri, c'est trop pénible vraiment de suivre 4 heures de contrôle gestion parce qu'il y a quand même des calculs, il y a beaucoup d'étapes. Et c'est pour ça que non seulement on fera 2 fois 2 heures, mais en plus, de temps en temps, on se fera un instant, je verrai si vous avez des questions, je répondrai aux questions, je ferai des rappels, et ensuite on continue. Je veux vraiment que dans le cadre de ces lives, même si vous n'avez pas compris exactement un calcul, ce n'est pas le calcul qui m'intéresse. C'est la compréhension des étapes pour que vous soyez capable de le refaire vous-même. Et entre les corrigés que vous aurez et les lives que vous pourrez voir en replay, même si à un moment donné vous décrochez un petit peu, c'est pas grave. Vous aurez l'occasion de reprendre le live et d'essayer de refaire vous-même les exercices. C'est ça qui fera votre réussite. Et donc l'accès à la plateforme de cours, donc dès le 8 mai. Et la fin de la formation, ce sera le 15 juin. Ça veut dire qu'il y aura 2 semaines pendant lesquelles on aura cours. Mais ensuite, les vidéos resteront accessibles évidemment jusqu'au 15 juin, c'est-à-dire l'examen officiel. Donc vous aurez plus d'un mois, presque un mois et demi pour revoir les vidéos au rythme que vous voulez. Bon, là, je vous ai mis quelques commentaires d'anciens, je passe un peu, mais voilà, qui ont été satisfaits de la formation, je passe un petit peu. Vous avez également un groupe d'entraide sur Facebook, donc voilà, de la même manière qu'on fait là un live sur Facebook et que vous vous parlez, n'hésitez pas. Si vous voulez, voilà, si vous voulez vous entraider aussi, on est très famille entre guillemets, donc voilà, on a un groupe Facebook pour ça. Et donc rappel pour les financements, sachez que nous sommes certifiés Calliope. Donc ça veut dire qu'on est éligible à la formation professionnelle. Donc si vous avez un compte formation, et puis généralement voilà, 80 € pour le compte formation, ils seront ravis. D'habitude c'est plutôt 1500 € pour une formation. Pareil, si vous êtes au chômage ou si vous êtes chômeur, donc vous avez l'occasion de vous faire financer par Pôle emploi ou alors etc. Vous avez également les OPCO. Et donc simplement que le tarif par un tiers c'est 120, je dis 80, c'est 120. C'est la seule petite différence, mais voilà, nous sommes éligibles à ça, donc ça peut être intéressant. Et donc un zoom sur le compte personnel de formation, donc vous le savez, je pense que vous le savez déjà, je passe vite, mais donc c'est tout ce qui cumule voilà, au fur et à mesure de vos années de travail. Somme que vous cumulez chaque année depuis votre entrée dans la vie professionnelle. Vous avez d'ailleurs une application maintenant du gouvernement qui existe depuis je crois l'année dernière. Et donc que vous soyez salarié ou demandeur d'emploi. Et donc la démarche est très simple et vous faites tout en ligne à partir de la plateforme Mon compte formation. Voilà, vous cherchez ProConta et vous allez nous trouver. Voilà pour ça, et donc tout ce que j'ai dit, je vous l'avais dit au début, vous pourrez le retrouver puisque ce support de live est téléchargeable. Si vous voulez ne serait-ce que vous entraîner sur les petits exercices et si vous voulez vous comprendre la logique, n'hésitez pas. Enfin, sachez que nous proposons des rendez-vous individuels. Si jamais vous avez besoin d'une assistance, voilà, on a une assistance téléphonique de gens qui sont à votre écoute. Si jamais parfois il y a des questions un peu techniques, on me les envoie tout de suite et j'y réponds vraiment au plus tard dans les 24 heures. C'est arrivé 1 ou 2 fois sur l'UE10 pour la comptabilité approfondie. Donc voilà, le but c'est pas juste des lives, c'est aussi l'accompagnement personnalisé qui va avec. Voilà, vous avez ici les informations si vous les souhaitez.
Voilà pour ça. Est-ce que vous avez des questions? Donc là, j'ai pas lu trop vos commentaires parce qu'il y en a eu pas mal, mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez une question, posez-la moi maintenant, pendant les quelques instants qui restent, et j'y répondrai dans la mesure du possible. Si c'est organisationnel, vous avez vu, vous avez l'équipe de ProConta en direct qui vous répond. Donc dites-moi, je vous écoute, plutôt je vous lis. Alors pour l'or, je vois une question, vous dites, par rapport à mes cours, j'utilise un vocabulaire différent. Alors, je pense pas que ce soit fondamentalement différent, mais oui, si jamais il y a un ou deux mots qui changent, enfin, on s'adaptera, il n'y a aucun problème. Thomas, la partie mathématique de gestion est-elle importante au niveau des points? Ah oui, 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 enfin, je veux dire, trois quarts des questions, 9 dixièmes des questions sont calculatoires, donc oui, 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 c'est vraiment important. Et oui, effectivement, ce sera un jour férié, c'est pas grave, je travaille un jour férié, ça me dérange pas, mais oui, effectivement, c'est le 8 mai. Et donc oui, exactement, Daniel. En fait, ce que je fais pour les lives, c'est qu'il y aura, je commence pas tout de suite par un exercice. Je ferai d'abord des explications schématiques, un peu sur le modèle que je vous ai montré tout à l'heure, qui est une espèce d'aperçu, mais vraiment live par live cette fois-ci. Donc à peu près, je vais pas calculer, mais peut-être un quart d'heure, 20 minutes, j'en sais rien, de présentation générale. Et comme ça, quand je ferai le corrigé, je switcherai entre d'un côté la partie calcul et de l'autre, s'il y en a un schéma pour vous montrer à chaque fois où j'en suis dans le calcul et dans les étapes. Et les lives seront, non, je ne sais pas si ce sera sur Facebook. Voilà, je crois que c'est sur ProConta directement. Quand vous serez inscrit, vous aurez accès au cours. Alors maintenant, lorsqu'on vous dit est-ce qu'on va travailler les maths, objectivement, non. Enfin, je veux dire, je répète que le contrôle gestion, c'est des additions, des multiplications, des soustractions. C'est jamais plus que ça. À part Wilson, et je pense que ça va pas très loin, c'est une racine carrée. Mettez que c'est pas très compliqué comme mathématique, non, je vais pas vous faire de dérivés, ça sert à rien. On va vraiment travailler la partie calcul, mais compréhension. Voilà. Parce que s'il y a que ça qui est nécessaire. Et donc Ayoub, vous dites pour utiliser ces lives, faut-il avoir une base solide en contrôle de gestion? C'est difficile de vous répondre. Si vous avez jamais fait de contrôle de gestion, ça peut être un peu compliqué. Néanmoins, j'ai envie de vous dire, vu que c'est un truc un peu intensif avec des corrigés et avec mes explications, le but c'est justement que même si vous êtes un peu novice en contrôle de gestion, vous en compreniez quand même la logique. Et en tout cas, vous ne serez pas perdu pendant mes cours. Ça, je vous le confirme. Et avec tous les documents, vous aurez. Oui, alors effectivement, tout ce qui est proba, simplex, ordonnancement, alors ordonnancement c'est un peu différent, mais tout ce qui est proba, simplex, je ne travaillerai pas. Pour une raison très simple, c'est que d'abord, ça tombe pas très souvent. Franchement, quand on regarde les 10 années d'annales d'examen, c'est pas très courant, et ça sert à rien, parce qu'on passerait beaucoup de temps, je vous perdrai sur la partie maths, pour gagner quoi? Un ou deux points la partie, le jour J? Aucun intérêt. Donc non, c'est pour ça que je préfère vraiment me concentrer sur la démarche, parce que c'est ça qui est efficace, clairement. Je fais un rapide tour de vos commentaires pour voir si vous avez des questions. Alors, on ne pourra pas échanger vocalement, malheureusement, parce que la structure fait que on n'est pas sur Zoom, etc. Donc, il y aura un léger décalage. Ne vous inquiétez pas, ça ne change pas. En fait, ça fait depuis 2 ans qu'on fait du confinement. Je suis toujours fait comme ça et je lis vos questions, j'y réponds, donc ça ne pose pas de problème particulier. Donc voilà, Daniel, je vous ai répondu pour la partie cours et exo. Donc ça débutera à 9 h le samedi 8 mai. Et donc oui, vous aurez le lien, vous inquiétez pas, hein, vous aurez le lien sur, vous l'avez vous allez sur proconta.fr, de toute façon vous allez trouver tout de suite. Voilà. Ah bah voilà, vous l'avez ici. Voilà pour ça. J'attends encore quelques instants si vous avez des questions. Vous êtes encore une cinquantaine de courageux à être là, donc voilà, dites-moi si vous avez encore une question sur le contenu. Sinon, encore une fois, vous pouvez appeler, n'hésitez pas à appeler Proconta, on est dispo. Et pour les questions administratives, etc., n'hésitez pas. Mais voilà, si vous avez des questions sur le contenu de mes lives, n'hésitez pas. En sachant, je le répète une dernière fois, que tous les supports que je vous montrerai seront téléchargeables. Les vidéos seront regardables en replay vraiment jusqu'à l'examen. Pas d'inquiétude là-dessus.
Alors si vous faites un 6 l'or, effectivement, franchement, allez, aucune raison que vous n'ayez pas le 6, j'ai envie de dire sinon, j'arrête ce métier. Voilà. Donc non, aucune raison, voilà, on fera tout pour que vous ayez plus que 6 et moi je vise vraiment des gens qui auront, la moyenne et plus que la moyenne. Je pense que c'est tout à fait possible, avec les bons conseils et cetera, et si vous perdez pas pied le jour de l'examen, vous devez pouvoir avoir la moyenne, il n'y a pas de raison. Parfait, eh bien écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ce live. Au plaisir de se revoir donc peut-être le 8 mai, j'espère, vous avoir convaincu de venir. Encore une fois, voilà, je pense que c'est intéressant, je pense que vraiment c'est une offre d'appel. 80 € c'est vraiment, donné pour ce genre de choses étant donné le contenu qu'on va vous envoyer, les lives et cetera. Donc voilà, je compte sur vous pour être là. Si jamais, voilà, vous prenez un choix différent, je respecte tout à fait. Donc bon courage à vous en tout cas, pour les épreuves, que ce soit la première ou la deuxième ou la troisième fois, peu importe. Je vous souhaite vraiment bon courage. Pendant les dernières petites semaines. C'est un marathon, je sais que c'est difficile, mais voilà, faites-vous confiance et j'espère que vous réussirez. Et sinon, dans tous les cas, on se retrouve bientôt. Donc, excellente soirée à tout le monde et peut-être au 8 mai dans quelques semaines. Salut à tous!